Un homme fort, ça doit être quelqu'un qui est capable de partager, de transmettre des choses qui l'ont fait grandir et qui l'ont rendu fort, lui. Pour ceux qui ne connaissent pas Alfie, l'un des plus grands acteurs porno de l'Asie du Sud-Est. Pour vous dire, Alfie est un très très grand préparateur et il coach notamment à Monaco. Et du coup, c'est vrai qu'on avait un grand coffre à trésor où il y avait des pépitos, des Mars, des bonbons, des saloperies. Mais tu relèves le fait que j'avais un coffre, mais ça prouve que je bouffais pas tout d'un coup. Il faut accepter de se perdre tout en ayant la volonté de retrouver son chemin. C'est complètement retourné comme histoire. Parce que c'est des gens qui vont constamment, même là, c'est de la manipulation, c'est de la sexualité de performance. C'est incroyable, comme c'est super toxique, ben, tu vibres et tu crois que t'as... Emmenez-moi la perverse narcissique, bordel de merde. Bonjour et bienvenue sur Biceps et Brocoli. Aujourd'hui, je suis avec Alfie Caballero. Caballero, merci. Caballero. Alors, attends, mais c'est espagnol ça? C'est espagnol, exactement. Ah, c'est espagnol. Ah ouais, mais c'est philippin, qu'est-ce que tu me racontes? On a été colonisés pendant 3 siècles par les Espagnols. Ah, alors donc, pour ceux qui connaissent pas Alfie, ah ok, je comprends. Mais c'est bizarre quand même. Et c'est comme Avoir ça. un prénom espagnol alors que t'es philippin? On va pas parler de colonisation, sinon on va... Ok, c'est vrai. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas Alfie, l'un des plus grands, oui, je dis bien l'un des plus grands acteurs porno de l'Asie du Sud-Est. Alors, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quoique, il aurait pu, hein, parce que c'est le seul asiatique qui a un engin gros comme ça, c'est pour vous dire. Non, alors. Pour vous dire, Alfie est un très très grand préparateur et il coach notamment à Monaco. Il a repris aussi ma première salle de musculation à Roquebrune-Cap-Martin. Roquebrune-Cap-Martin qui est collé à Monaco. Et il fait d'ailleurs des entraînements et des coachings endiablés là-bas. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite sur la salle. Je crois que ça s'appelle la plus petite salle du monde de France ou un truc comme ça. C'est ça. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Allez le voir parce que vous allez le voir un peu s'entraîner et vous allez voir, c'est une bête, c'est une machine. Que dis-je, c'est Godzilla le mec. Donc voilà. Alors il ressemble beaucoup à Krillin dans Dragon Ball. Regardez sa tête. Regardez-moi cette tête. Tu m'as fait venir ici en fait pour m'envoyer des... Bon, pourquoi je suis comme ça avec lui? Parce que c'est l'un de mes meilleurs amis. On se connaît maintenant, ça fait presque 15 ans, ouais, pas loin. Et en fait, à la base, c'était un client à moi qui venait dans mon premier magasin de compléments alimentaires. Exact. C'était un client et puis on s'est liés d'amitié. Puis il est venu bosser avec moi dans le magasin, puis dans la salle de sport. Parce que j'ai ouvert ma première salle de sport. Et puis de fil en aiguille, moi, je suis parti faire d'autres choses. Et puis c'est lui qui a repris la gérance de la salle. Ça s'appelle le Hell's Gym. Gym de l'enfer. Exactement. C'est tout un programme. Et voilà, et je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Parce qu'en plus d'être un grand préparateur, un grand coach, un grand athlète, tu t'es aussi spécialisé sur les relations humaines, les relations de couple, sur les pervers narcissiques. Exactement. Et je pense qu'on va dégraisser vers la fin de l'interview là-dessus, parce que c'est passionnant et ça concerne absolument tout le monde, parce que tout le monde à un moment donné est en couple, sauf si vous êtes un célibataire invétéré ou un moine tibétain ou un moine, comment ça s'appelle dans les trucs chrétiens là? Non, mais aussi un bénédictin ou je sais pas quoi. Ouais, peut-être. Donc, à moins que vous avez fait vœu de chasteté, vous baisez. Hein. donc, Alfie va vous aider là-dessus parce que il est aussi devenu expert là-dedans et c'est passionnant. Vraiment passionnant. Tu m'attribues de ces titres. Non, mais c'est vrai. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Voilà. J'ai pas l'habitude de cirer les gens, mais c'est vraiment ce que je pense de toi. C'est gentil, donc, ça va être quelque chose de passionnant. Donc, on va démarrer. Plein de petites questions. Il ne le sait pas. Il stresse d'ailleurs parce que il sait pas quel type de questions je vais lui poser. Mais on va démarrer par le côté, on va dire muscu, nutrition, un peu ça. Et puis on va dériver tout doucement vers le côté plus psychologie. Et vous allez voir, c'est, je pense, même la partie la plus croustillante à écouter pendant ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter, peut-être? D'où tu viens? Quel est ton parcours? Alors, je m'appelle Alfie Caballero. J'ai 40 ans. Je suis coach sportif et préparateur physique maintenant depuis 15 ans. J'ai préparé quelques compétiteurs, malgré que Chris dise que je suis un grand préparateur. Je ne m'estime pas du tout être un grand préparateur. J'étais à mon petit niveau. J'ai préparé certaines personnes à la compétition. Avant de me mettre à la musculation, tout comme Chris, j'ai un parcours dans les arts martiaux. J'ai pratiqué les arts martiaux pendant quelques années, pendant environ 10 ans. J'ai commencé avec le Yosekan Budo, donc les arts martiaux japonais.
Et par la suite, après, j'ai un petit peu touché à tout. Tout ce qui est boxe pied-point, tout ce qui est sol, tout ce qui est combat avec armes, etc. Et dernièrement, c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai bifurqué, je me suis passionné pour tout ce qui est psychologie, relations humaines par rapport à un événement qui est arrivé dans ma vie, et tout ce qui est en trouble de la personnalité, tout ce qui est relations de couple, et dans la petite enfance, construction de personnalité, etc. Parce que tout se passe dans l'enfance. Voilà. Ok, très intéressant. Qu'est-ce qui t'a emmené à la musculation? On va dire quand j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux, j'étais très léger, je faisais 49 kilos jusqu'à mes 20 ans. Ah ouais, c'était vraiment maigre. Ouais, j'étais très maigre. On me disait que j'étais un des plus rapides de la salle, du dojo où je m'entraînais, mais j'étais un de ceux qui manquait le plus de puissance, de force et de solidité. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer la musculation à cause de ça, à cause on va dire, de ce handicap que j'avais lors de compétitions, etc. Et après, comme tout le monde, je me suis passionné de musculation, de culture physique. Un de mes modèles, c'était Bruce Lee. Bruce Lee qui faisait énormément de musculation, de renforcement musculaire, qui disait qu'un artiste martial doit entraîner chaque partie de son corps. Donc voilà, j'ai pratiqué la musculation comme ça, et par la suite, j'ai commencé à faire quelques compétitions. La première en 2014 d'ailleurs, où je me suis pris une claque. Ah ouais? Ouais, bah oui, c'est la première compétition, tu sais pas trop comment se passent les préparations, tu te rends compte que les régimes, c'est dur. Donc voilà. Et par la suite, on gagne de l'expérience. Et c'est là que tu te rends compte que c'est quand même un milieu qui va beaucoup te pousser dans tes retranchements et te faire découvrir une partie de toi-même. Ok. En tant qu'Asiatique, quel rapport tu as eu avec les autres quand tu étais ado ou à l'école? Est-ce que tu as subi du racisme? Est-ce que tu as subi... Parce que tu étais quand même mince. Est-ce que tu as subi aussi du harcèlement, choses comme ça ou pas? J'ai envie de prendre des pincettes par rapport à ce que je vais dire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus relever le négatif que le positif. Avec ma sœur, on était les 2 seuls asiatiques de mon école. Donc c'est vrai, c'était les 2 Chinois de l'école, et c'est vrai que mes parents qui étaient immigrés, j'ai eu un complexe, je pense, au niveau de mon parcours. Parce que tu sais comment on est, on a souvent un regard condescendant en Occident, même s'il n'est pas forcément mal intentionné. Mais les blagues, etc. Et quand tu as un complexe d'infériorité, tu arrives, tu as des origines qu'on ne connaît pas. Et en plus, on a tendance un petit peu à se moquer de toi. C'était pas méchant. Non, j'ai jamais été harcelé, je pense pas par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça a été difficile. Parce que du coup, tu as envie de faire tes preuves. Et du coup, quand tu as des parents qui sont bienveillants, notamment une maman qui est bienveillante, je vais dire quelque chose qui peut choquer, mais ma maman me disait toujours, on n'est pas dans notre pays, on n'est pas sur notre territoire, tu dois te faire petit. Et tu dois faire preuve de gratitude par rapport à ce pays qui t'a accueilli. Mais ce qu'elle voulait dire par là, toute pleine de bonnes intentions, c'était il faudra toujours que tu te mettes un pas en arrière par rapport aux gens qui sont dans ce pays. Tu ne seras jamais prioritaire, tu ne gagneras jamais face à peut-être un discours. Donc je préfère que tu fasses preuve d'humilité, que tu te fasses petit, plutôt que tu essaies de t'imposer dans un pays qui n'est pas le tien. Et du coup, en fait, quand tu répètes ça à un enfant, ça va être ancré en lui, et il va grandir avec cette croyance jusqu'à même penser qu'il est inférieur aux autres. Et ce qui m'a conduit à cette quête de reconnaissance, faire de la musculation, pratiquer les arts martiaux, revendiquer mes origines, tout un parcours. Et c'est là que tu vois qu'une petite graine va grandir en toi. Tout ce qui est complexe psychologique va avoir des conséquences sur, on va dire, une pratique physique qui à la base en fait vient d'un complexe psychologique. Et te croire jusqu'à... pendant longtemps, pendant facilement 20 ans de ma vie, j'ai cru que j'étais inférieur à l'homme blanc. Ah, c'est intéressant tout ça. Okay. Donc pour toi, c'est en fait, ça a été aussi un moteur, ce côté un peu négatif a été un moteur pour te pousser à faire plus de choses, à être meilleur que les autres, à te muscler peut-être encore plus, etc. Quoi. À la base, faut dire les choses, tu fais ça pour prouver que tu es quelqu'un, que tu vaux aussi bien que ce pays magnifique qui t'a accueilli, mais aussi pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu, pour montrer que tu vaux quelque chose et que tu n'es pas forcément inférieur, tu vois. Et c'est un point commun, notamment avec tous les pratiquants de musculation. Beaucoup, souvent, font de la musculation, ou même font de la musculation, j'allais dire dans l'excès, mais on va dire en compétition ou autre. Et c'est souvent, c'est une blessure de l'enfance, un besoin de reconnaissance, un besoin de montrer qu'ils sont quelqu'un, etc. Toi, tu l'as vu, non? Si tu savais, quand tu vois ce qui est passionnant, quand tu suis ce parcours que j'ai eu, ça fait 2 ans que maintenant que je suis thérapeute et que je suis psychopraticien, ou praticien en psychothérapie, c'est que tu arrives à beaucoup plus mettre un mot sur ce que tu observes et que tu n'étais pas capable d'identifier avant. Quand tu vas dans des compétitions et que tu admires tous ces athlètes,
C'est fou parce que quand tu vois à travers la carapace, tu vois l'expression du visage, tu vois le regard, tu vois énormément de personnes en souffrance. Énormément. Et je pense que moi, le meilleur exemple que je puisse citer par rapport à ça, moi je rentre vite dans le vif du sujet, mais c'était en 2017. Je ne dirai pas le nom de la compétition ni le nom de la personne pour faire preuve de respect. En 2017, j'accompagnais une de mes athlètes pour sa première compétition, Brigitte. Et en backstage, on était à côté d'un athlète incroyable. Plus de 100 kilos, il devait être chez les lourds, chez les Open. Et tu le vois, les enfants, la femme qui vient, qui l'encourage. En plus, il gagne. Il a un physique incroyable, il gagne. Il a sa famille qui est là. Tu dis, waouh, mais cet homme, il a tout pour être heureux. Et tu apprends que quelques jours, une semaine après, il s'est suicidé. Il venait de gagner, il a sa famille, il était qualifié pour l'Arnold Classic. Il a tout pour être heureux et il se suicide quelques jours après. Moi, c'est là que tu t'es dit, waouh. Tu as des personnes en souffrance, même des champions, et même s'ils gagnent, même s'ils sont entourés. Donc, c'est quelque chose qui fait ouvrir les yeux. Tu as énormément de personnes dans le monde du body qui cherchent avec une pratique physique à compenser un déficit, un mal profond psychologique. C'est triste. Ça, c'est vrai, je l'ai beaucoup vu aussi. Et on en parlait tout à l'heure en venant ici dans la voiture. Et c'est vrai que souvent, en fait, c'est un pansement. En fait, la pratique de la compétition ou du sport, parfois, c'est un pansement, mais ça ne soigne pas forcément les blessures profondes. Non. Et ça, c'est un exemple criant et triste, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Et moi, j'aime bien savoir aussi, souvent, même quand on démarre des coachings, qu'est-ce qui t'a poussé à ça? D'où vient cette passion? Quels sont les déclencheurs qui ont fait que tu veux faire ça? Et jusqu'où tu vas aller? Et là, c'est passionnant parce que quand tu creuses vraiment, je vois souvent que c'est des blessures d'enfance, la plupart du temps. C'est des blessures d'enfance, c'est des traumatismes. Et la personne ne comprend pas que c'est beau, hein, c'est magnifique, c'est admirable de pratiquer de la musculation, le body, les compétitions. Mais si tu ne traites pas la blessure à la source, ça reviendra. Ça reviendra. Et quand tu entends des gens qui disent « j'ai besoin de m'entraîner, sinon je vais péter un câble, sinon ma vie elle est tellement stressante que j'ai besoin de m'entraîner ». Et quand j'entends cette phrase, si je ne m'entraîne pas, je deviens dingue. Donc c'est bien de t'entraîner, ça va te calmer, mais ce sont des symptômes. Et si plutôt que de t'acharner 5, 6 fois, 7 fois par semaine à l'entraînement, 2 fois par jour, tu essaies de voir un petit peu dans ta vie de tous les jours, progressivement, parce que c'est forcément pas confortable quand tu vas ouvrir certaines choses que tu préfères rester fermé, ce qui va pas. Et peut-être que là, après, il y a tout un panel, il y a tout un ensemble de conséquences qu'il va falloir accepter par la suite. Un exemple, moi, j'ai encore quelqu'un que je coach depuis 2019, qui est jeune, qui a une colère incroyable, qui a une force incroyable à l'entraînement, et qui me dit, il est constamment en colère. Constamment en colère. Cette colère, il la tourne d'un côté positif, parce qu'il a une force incroyable. Mais je lui ai dit, après les séances de musculation, bien sûr, il se sent mieux, mais j'ai dit, si tu n'arrives pas à canaliser cette colère, elle va te consumer petit à petit. Et là, c'est vrai qu'il a commencé à avoir des réponses par rapport à certaines choses. Lui, pareil, il avait besoin d'être aimé. C'était en étant fort, montrant qu'il était fort, qu'il voyait qu'il était quelqu'un, qu'il n'avait pas eu la reconnaissance de ses parents, notamment d'un de ses 2 parents. Et en fait, dès l'instant où il a commencé à accepter les choses, à faire preuve de résilience, on a travaillé là-dessus, je lui ai dit, fais attention parce que tu vas faire preuve de sagesse et tu vas te sentir moins énervé, peut-être moins fort, mais tu seras plus en paix dans ta vie. Il va falloir que tu fasses un choix. Est-ce que tu préfères être constamment énervé durant l'entraînement, sachant que ça va te consumer et ça ne se calmera pas, ou tu vas chercher à faire la paix avec toi-même, chercher au plus profond de toi. Les bénéfices, l'avantage, ce sera l'accomplissement d'une vie. Tu auras la paix en toi et tu pourras donner la paix à ton couple et la paix aux autres. Mais potentiellement, comme tu seras moins énervé, tu ressentiras moins ce besoin de te mettre dans le rouge, de prendre des risques, à te mettre sous une barre à 250 kg au squat, etc. Là, on voit que c'est le côté thérapeute qui revient tout le temps, et j'adore. Maintenant, je vais me recentrer sur toi. Parce que toi aussi, tu t'entraînes de manière acharnée. Tu es très endurant, très fort. Tu fais des exercices. Si, tu es très, très fort. Crois-moi, tu es très fort. Alors, bien sûr, il y a toujours plus fort, mais comme dans tout dans la vie. Mais crois-moi que parmi les pratiquants de musculation, tu es quand même très fort. Tu fais des exercices de musculation qui sont atypiques ou oubliés. Zercher squat. Voilà. Hein, particulier celui-là. Qui est très particulier quand même, où tu fais un squat mais avec la barre sur les, sur les bras. Celui-là, c'est très simple. J'ai fait pour un exemple, pour une histoire qui est un peu... je coachais un de mes clients qui avait 93 ans, qui était en fauteuil roulant
Et j'ai commencé ce mouvement en 2022. Le 1er janvier 2022, je m'en rappellerai toujours parce que quand je le sortais du lit, parce qu'il était paraplégique, je le sortais du lit, je le portais toujours en tête et je me faisais constamment mal au dos. Alors je fais du soulevé de terre, j'ai des barres à 240, 250, je fais du squat et je me faisais constamment mal à le porter comme ça. Donc un des meilleurs préparateurs physiques au monde pour moi, c'est Christian Thibaudeau, un préparateur physique canadien, qui a vanté les mérites du Zaire Chair Squat, qui est d'avoir la barre ici à ce niveau-là. Parce qu'en fait, l'avantage que tu as, c'est que tu as un véritable transfert et que tu peux l'utiliser directement dans les sports de combat, pour sortir quelqu'un quand tu dois le soulever du sol ou pour porter quelqu'un quand tu dois le sortir du lit. Et dès que j'ai commencé à pratiquer ce mouvement, j'ai eu moins de blessures au niveau du dos et je me suis rendu compte des bénéfices que tu as avec ce mouvement-là quand tu dois porter quelqu'un et même par rapport à l'exercice en lui-même, malgré qu'il soit inconfortable au niveau des avant-bras, mais une fois de plus, ça c'est une question d'habitude. C'est un mouvement en fait où tu as la barre qui est vraiment proche de ton centre du corps et pour moi c'est un juste milieu entre le squat et le soulevé de terre. Après c'est vrai que c'est un mouvement qu'on connaît pas forcément, mais c'est un mouvement qui a énormément de vertus. Donc j'adore le Zaire Chair Squat, j'adore ce mouvement. Et au-delà de tout ça, ouais. Donc tu t'entraînes vraiment très dur, tu fais des entraînements quoi, plus de 2 heures je pense, à chaque fois non? Ouais, 2 heures. Ouais. Avant je faisais des entraînements beaucoup plus longs, mais là sachant que j'ai fait 40 ans le mai dernier, on commence à faire preuve de sagesse et je l'ai même dit à mon partenaire d'entraînement, toi tu me l'avais dit à l'époque, je pense qu'aujourd'hui je ressens beaucoup moins le besoin, l'intérêt, la volonté d'aller chercher, de faire un record, surtout si ça va avoir beaucoup plus de risques que de bénéfices. Voilà. Donc, après, c'est vrai, pour répondre à ta question, et je vois où est-ce que tu veux en venir, il y a toujours ce côté-là de vouloir chercher le dépassement de soi. Maintenant, si on veut aller encore plus loin, le dépassement de soi, pourquoi? Pourquoi tu veux te dépasser? Oui, c'est toujours... T'as bien lu dans mon histoire. C'est toujours là, vouloir faire tes preuves, vouloir prouver que tu es quelqu'un. Mais avec le temps, et si tu gagnes de la sagesse avec le temps, tu le fais de manière un peu plus intelligente, plus tempérée, tu te contiens mieux, tu vas pas constamment chercher à... Bon, moi, je l'ai jamais fait, mais tu as des gens qui constamment, chaque semaine, vont chercher à faire des records sur une barre, à faire des max, que je trouve complètement ridicule. Parce que déjà, on sait très bien d'un point de vue protocole, Edio, l'homme le plus fort du monde, le disait, il y avait une période où il faisait des max chaque semaine sur un mouvement pendant 5 ans, mais son max pendant 5 ans ne bougeait pas. C'était constamment le même. Et c'était une question d'ego. Il faut y aller de manière plus pédagogique et suivre certains protocoles si on veut progresser. Donc, non, on va dire que pour répondre à la question, aujourd'hui, je me calme. Je suis beaucoup plus calme par rapport à avant. Et je me suis jamais considéré comme quelqu'un de très, très, très fort par rapport à mon poids de corps. Non, tu en as qui sont vachement plus forts que moi. Ok, mais c'est intéressant. C'est quoi alors là, tu vas rigoler. C'est quoi la journée type dans ton assiette, Alfie? Alfie, t'es un sacré, quand je vous dis un sacré gourmand, c'est chose de ouf. Attends, je vais raconter une anecdote quand même. Vas-y, c'est incroyable. Ouais, je t'en prie. Non, mais parce que, une fois, il me prête son appartement, parce que j'étais en panne d'appartement, je sais pas ce que j'avais foutu encore. Je crois que j'avais loué mon appartement, bref. Oui. J'étais en panne d'appartement, et j'avais besoin d'un appartement. Et il me dit, ouais, t'inquiète, va dans mon appartement, je suis pas là, je sais pas où t'étais, bref. Et donc, je vais dans son appartement, et dans le salon, je vois une caisse énorme, une caisse de déménagement, hein, remplie de gâteaux, de cochonneries, de chocolat. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? En fait, je me rappelle cette période, c'était en septembre 2022. C'était en septembre 2022. J'étais, en fait, avec mon ex, on avait une particularité, c'est que quand on allait faire les courses, on achetait des saloperies, etc. Et en fait, on les mangeait pas forcément tout de suite. Donc, on s'est dit, on va les mettre dans cette caisse-là. Et quand on a envie le week-end de quelque chose, on va piocher là-dedans. Mais du coup, ça s'est accumulé. Et tu sais, à chaque fois que tu fais les courses, tu achètes toujours des trucs que tu vas pas manger sur le moment. Et du coup, c'est vrai qu'on avait un grand coffre à trésor où il y avait des pépitos, des Mars, des bonbons, des saloperies. Mais le fait, tu vois, regarde, tu me soulignes, tu relèves le fait que j'avais un coffre, mais ça prouve que je bouffais pas tout d'un coup, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'était là et je piochais parfois de temps en temps. Ok. Voilà. Bon, alors, c'est quoi la journée type? C'est quoi ton petit déj, ton déjeuner, tes collations, ton dîner, c'est quoi? En ce moment, en été, j'ai moins faim. Donc, c'est vrai que je vais prendre un grand petit déjeuner et après, je vais pas manger avant l'entraînement. Donc, le matin, je vais faire mes coachings. Je fais mon premier coaching à 6h, à 6h du matin. Je me lève à 5h, je mange pas. Je bois un grand verre d'eau parce que si tu as mangé à 21h et tu te lèves à 5h, t'as pas forcément faim. Et du coup, je vais faire 1, 2 ou 3 coachings. Puis, je vais rentrer vers 10h et je vais manger. Et là, je vais essentiellement avoir des œufs, 3 à 4 œufs, environ 50 à 100 grammes de bresaola et un demi-avocat, 3-4 tranches de pain de seigle et un jus de fruits maison. Je fais souvent orange-carotte. Ok. Voilà.
Ça, c'est mon petit déj type en ce moment. Et par la suite, comme c'est un brunch, c'est quand même assez costaud. Et je vais avoir une salade de fruits à côté. Et après, je vais manger 1 heure et demie avant l'entraînement et je vais me faire des crêpes à la farine de patate douce. Donc, à nouveau, 3-4 œufs, 2 doses de farine de patate douce, une banane dedans. Et je vais prendre ça 1 heure avant l'entraînement. Je vais mettre un peu de patate tartinée. Je l'ai vu. Hein. Tu l'as vu, ça. Et après, je vais prendre un shaker d'ISO de chez Yam juste après l'entraînement. Et le soir, je vais manger peut-être un peu plus solide. Voilà. Ok, c'est-à-dire, mais tu manges quoi le soir? Ça dépend, riz, poulet. Hier, j'ai mangé du adobo. Voilà. Adobo. Alors, adobo, c'est... le plat traditionnel philippin. Le plat traditionnel philippin qui est littéralement incroyable. C'est mon plat préféré philippin. Il est incroyable. Ouais, il est excellent. Donc, c'est ça. Le soir, je vais faire ça. Riz, poulet, brocoli. Et hier, j'ai fait une banane à split. Ah bah, voilà. Ok. Voilà. Ok. Au niveau, est-ce que tu prends des compléments aussi autour de l'entraînement? Oui, je vais prendre un pré-workout. Ouais. Je vais prendre un pré-workout. Avant, c'est vrai que je prenais de la maltodextrine pendant l'entraînement, des BCA, du sel. En ce moment, non, c'est vrai que non. Vu que je mange avant l'entraînement, souvent pendant l'entraînement, je vais peut-être mettre un peu de Bolero et un peu de sel, comme je transpire énormément. Et je n'ai pas envie de finir, en fait, on va dire, déshydraté. Je mets un petit peu de sel, 1 gramme de sel dans ma gourde. Voilà. Et au niveau complément? Pour moi, c'est quoi tes essentiels que tu prends on me dit souvent si je devais avoir un top 3 ou un top 5. Donc, je vais donner mon top 5. Je vais commencer par les compléments alimentaires qu'on a du mal à trouver dans notre alimentation de tous les jours. Le magnésium, donc je vais prendre du magnésium bisglycinate. Ouais. Je vais prendre du collagène, sachant qu'à 25 ans, notre corps arrête de produire du collagène. En plus, la modernisation de notre alimentation aujourd'hui fait qu'on mange plus tant que de pot-au-feu que ça. On mange que des blancs de poulet, des steaks hachés. On a quasiment plus de collagène. Oui, parce que le pot-au-feu, faut juste expliquer aux gens qui savent pas, c'est que la partie gélatineuse. C'est la partie gélatineuse. Et dans la gélatine, on trouve du collagène. Et c'est vrai que nos grands-mères avaient toujours des bouillons de poule, etc. Donc on consommait beaucoup de gélatine, donc de collagène. C'est vrai que maintenant, on consomme que la partie musculaire. Donc il y a quasiment plus de collagène et c'est vrai que au fur et à mesure de l'âge, on produit de moins en moins de collagène et il y a des petits équilibres qui se fait au niveau des acides aminés et c'est pas génial. C'est vrai que le supplément en collagène peut avoir peut-être des effets préventifs sur les articulations, le tendon, la peau, etc. Moi, en tout cas, une fois de plus, je ne parle qu'à mon expérience avec les gens, les clients que j'ai à la boutique, c'est vrai qu'il marche bien. Après, il faut que ce soit comme chaque produit, un produit qui soit d'une bonne qualité, d'une absorption optimale. Il faut savoir comment le prendre. C'est vrai que mes 3 indissociables, c'est le magnésium, le collagène et la vitamine D3. La vitamine D3 qui va venir fixer de manière optimale le collagène sur les articulations. Donc ça, c'est mon top 3. Multivitamines. D'accord. Et comme sportif, créatine monohydrate. Créatine, ouais. La base de la base. Okay. Voilà, ça va vraiment être. Après, je vais rajouter une whey protéine. Ça, c'est vraiment surtout en ce moment où j'ai pas trop faim, tout de suite après l'entraînement. Et là, le collagène, je le prends quand? Là, avec une dernière méta-analyse qui est sortie, je ressens vraiment une petite différence, une légère différence quand je prends après l'entraînement mon ISO, ma whey isolate. Je vais mettre 2 doses de collagène dedans et mes 5 grammes de créatine. Okay. C'est vrai, ça c'est mon cocktail en ce moment. Ça fait 2-3 mois que je tourne sur ça. Je l'essaye sur certains athlètes, mes partenaires d'entraînement. C'est vrai qu'on sent que le corps, on sait très bien après l'entraînement, c'est une éponge. Ouais, c'est clair. Ouais, donne-moi ce qu'il faut et c'est là qu'il va absorber de manière optimale. Tu mélanges ça avec de l'eau, avec de l'eau. T'embêtes pas. Le lait, il faut que je fasse attention vu que j'ai une petite intolérance au lactose. Ah, donc, intéressant. Voilà. Oui, comme d'ailleurs pas mal d'Asiatiques. Comme beaucoup d'Asiatiques et d'Africains. Ouais. Voilà. Africains, ça dépend les tribus parce que en Afrique, tu prends les Maasai qui eux consomment énormément de lait parce qu'ils ont du bétail, ils boivent du lait. Eux n'ont pas d'intolérance, mais tu as d'autres peuples en Afrique qui sont intolérants au lactose. C'est vrai que le peuple asiatique aussi. Tout à fait. Puisque, alors ça, c'est une génétique, c'est un peu compliqué, mais en fait, les peuples qui ont eu cette mutation génétique pour digérer le lait, en fait, c'était plus en Europe et en Europe du Nord, puisque là, on avait beaucoup plus de bétail, etc. Les premiers gènes, d'ailleurs, qu'on a retrouvés, c'est même en Turquie. C'est plutôt central. Mais c'est vrai que vers l'Asie, ça n'a pas été très tôt consommateur de produits laitiers. Du coup, il y a une petite déficience en lactase, l'enzyme qui permet de digérer le lait. J'y arrive. Au niveau entraînement, comment tu t'entraînes? C'est quoi ta routine dans la semaine? Alors, je fais un push-pull legs. Donc, le lundi, tout ce qui est poussé, tout ce qui est pec, tout ce qui est épaules et triceps, ça m'arrange parce que, en plus, les pecs, c'est mon point faible génétiquement parlant. Le lendemain, donc, ce sera pull, tout ce qui est dos, tout ce qui est biceps, arrière d'épaule, avec du soulevé de terre. C'est vrai qu'en début de semaine, je vais préconiser les mouvements que j'aime bien, comme le soulevé de terre, etc. Le mercredi, ça va être les cuisses. Et je repars sur jeudi, vendredi, samedi, à nouveau push-pull legs. Mais mes 2 pushs sont complètement différents. Ok. Ouais, complètement différents. Okay. C'est vrai que le lundi, ça va être des haltères.
développé couché halter, développé incliné à peine à 20 degrés au cadre guide et écarté au pec deck. Et le jeudi, ça va être du décliné, ça va être des dips. Toutes mes séances sont complémentaires. Le mercredi, par exemple, pour les cuisses, ça va être de la base, ça va être du hack squat, de la presse, leg curl, leg extension et mollet. Et le samedi, ce sera les fentes bulgares, donc travail en unilatéral, du Z chair squat, du hip thrust. Donc je pense en fait qu'on ne peut pas avoir tous les exercices et travailler tous les angles, tous les axes qui sont optimaux sur une seule séance. Donc du coup, je fais 2 séances à chaque fois. Et même, il y a eu un moment où j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour, matin et soir. Du coup, le matin, lundi matin, je vais faire peut-être les abdos et les épaules. Et le lundi soir, je vais faire les pecs et les triceps. Voilà. Ça, tu fais encore ou tu fais plus? Ça, je le fais encore depuis que je m'entraîne avec une athlète, avec Ria. Du coup, elle qui a l'habitude de s'entraîner 2 fois par jour. Du coup, on faisait ça. Et on l'a même fait quand on a fait le jeûne, quand on a jeûné en mai. Donc, et ok. Mais donc, du coup, tu t'entraînes quoi? 6 fois dans la semaine? 6 fois. Il arrive des moments, si je fais des doublés, je m'entraîne environ 10 à 12 fois par semaine. Mais c'est la séance du matin, c'est vraiment... C'est aussi une question d'habitude dans le sens où, après que j'ai fait mes coachings, j'ai pris soin des autres. Je dis, bon, je vais prendre soin de moi, je vais faire mon moment en mode matinal. Il y en a, ça va être de la méditation, il y en a, ça va être du cardio. Moi, je vais faire une petite séance de musculation de 45 minutes, 1 heure. Avec du hard rock. Voilà. Hein? Avec du hard rock? Non, ça, c'est plus le soir, ça. Ah. Ouais, c'est et je vais mettre des musiques un peu plus agressives uniquement sur tout ce qui est soulevé de terre, squat, etc. Ok. Sinon... mais comment tu fais pour récupérer de ces séances-là? Parce que là, il faut pouvoir supporter ça quand même, non? Je pense que je connais aussi bien mon corps et mon système nerveux, et c'est pas des séances où tu vas constamment te mettre dans le rouge. Et même, du coup, même mes séances, on va dire telles qu'elles sont structurées, on va avoir une semaine où on va chercher à pousser plus lourd que d'habitude, et automatiquement, la semaine d'après, ça va plus être du 70%, et on va travailler sur des séries un peu plus longues pour récupérer de manière optimale. C'est vrai qu'avec mon partenaire d'entraînement, tu connais, qui est un athlète de haut niveau, qui est Anas, qui est champion de bobsleigh. Qui viendra là bientôt. Ah, je vais l'interviewer aussi okay. Parce que, pareil, il a un parcours assez incroyable. Et puis, c'est une force de la nature particulière, même mentale. Ouais, il a un mental très particulier, Anas. Et il viendra ici. Et c'est vrai qu'avec lui, c'est mon partenaire d'entraînement depuis été 2019. Et c'est vrai que pendant 3-4 ans, on s'entraînait constamment lourd chaque semaine. Et on est arrivé à un âge, là ça fait 1 an, on s'est dit écoute, on va avoir 40 ans, on le sent, on a besoin d'un peu plus de temps pour récupérer, aussi t'entraîner 6 fois par semaine avec des charges assez importantes. Et là, on a décidé de calmer. D'ailleurs, on s'est inspiré de Eddie Hall, une fois de plus, qu'on pensait qu'il s'entraînait super lourd tout le temps. Non. Il fait 1 semaine, il va faire du speed reps, c'est-à-dire des travails son explosivité avec des charges à 50-60%, et 1 semaine où il va chercher des charges un peu plus lourdes. Eddie Hall, il faut rappeler qu'il est l'un des hommes les plus forts du monde, qui a battu le record du soulevé de terre à 500 kilos. Là, il a été battu, mais en vrai, c'est discutable. C'est discutable puisque la personne qui l'a battu avait une combinaison spéciale qui l'a un peu aidé, donc c'est pas vraiment comparable. Ok, intéressant. Est-ce que je sais que tu as fait aussi la compétition en bodybuilding. Est-ce que toute cette quête-là de performance, tout ça, est-ce que tu as l'impression, parce que parfois tu t'es pas un peu perdu là-dedans? Est-ce que psychologiquement, je te dis ça parce que moi, ça m'est arrivé de me perdre, tu vois. Parce que tu es tellement omnibilé par ça que tu en oublies ta vie sociale, tu en oublies les autres, parce que tu es absorbé par ça et c'est tellement prenant. Le régime, c'est une horreur, puisque quand tu meurs de faim, parce que c'est ça aussi, hein, quand on pousse le corps à l'extrême, on meurt de faim, on est dans une bulle, on devient totalement égoïste, narcissique même, parce que ce sport-là exige ça, en fait. Tout à fait. On peut pas penser à autre chose parce que ça prend tout ton temps, au final. Est-ce que tu as eu aussi cette sensation de te perdre à un moment donné ou au moins de se poser ces questions-là par rapport à ça? Oui, d'un certain point de vue, tu peux te dire qu'on se perd par moment, mais on se perd pourquoi? Parce qu'on cherche son chemin. Et on peut pas être sûr constamment, surtout quand on est à la recherche on se cherche soi-même, on cherche son identité, on cherche à construire son parcours. Bien sûr, d'un certain point, tu peux te dire, bon, je me suis perdu par moment, mais il a fallu que je me perde pour que je me dise, maintenant, il faut que je retrouve mon chemin. Pour moi, la vie, c'est une question d'équilibre. Tu vois, j'adore ce dicton. Pour moi, c'est un de mes dictons préférés. C'est les forces spéciales, les Navy Seals aux États-Unis, qui disent, par exemple, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. C'est très révélateur et c'est très profond. La vie, c'est quoi? Tu es né sans rien et tu vas chercher à te construire, tu vas chercher à te trouver, tu vas chercher à trouver des solutions, tu vas chercher ton chemin. Mais il va falloir accepter qu'en cherchant, par moment, tu vas t'égarer. Par moment, en fait, tu avais un plan dans la vie et tu te rends compte que la vie, c'est
fait de plein de choses que tu n'avais pas du tout planifiées et que tu dois faire avec ça. Et par moments, il faut accepter de se perdre tout en ayant la volonté de retrouver son chemin. Donc oui, bien sûr, durant le parcours, quand tu fais une compétition, il t'arrive surtout de te dire « Putain, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Mais c'est stupide, pourquoi est-ce que je vais risquer ma vie sous une barre ?» Mais à un moment, tu y vas avec plein de bonnes intentions parce que tu as une vision de la vie, parce que tu veux accomplir quelque chose. Tu aspires à devenir quelqu'un. Et tu crois qu'en aspirant à devenir quelqu'un, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Donc, tu y vas, tu es dans une quête, tu es plein de bonne volonté. Et arrivé à un moment, tu te poses des questions, tu te remets en question si tu as l'intelligence, parce que c'est une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde. Tu as qui vont jusqu'au bout et quitte à perdre tout ce qu'il y a. Ça aussi, c'est une mentalité que j'ai plus aujourd'hui. Tu as des gens qui disent aujourd'hui, tu sais, tu as ce dicton de Rich Piana aux États-Unis, whatever it takes, quoi qu'il en coûte. Mais t'es con, quoi, de dire ça. C'est-à-dire, moi, je me suis posé la question. Aujourd'hui, les choses les plus importantes pour moi, j'ai ma famille, j'ai mon neveu de 8 ans, mais pour rien au monde, je vais aller me mettre en danger pour perdre ces personnes-là à qui je tiens et qui tiennent à moi. Tu vois, donc ma vision a beaucoup changé par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a des choses que j'ai fait avant que je referai plus. Est-ce que je les regrette? Non, parce que ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis de comprendre que, ok, ça c'est fait pour moi, ça c'est pas fait pour moi. Et ça peut être, et d'autres personnes peuvent avoir un avis différent et c'est très bien comme ça. Mais pour moi, en ce qui me concerne, par rapport à ma situation, par rapport à ce que je cherche dans la vie, cela ne me convient pas. Ça me convient. Aujourd'hui, est-ce que j'irai refaire des compétitions? Peut-être pour le fun. Mais est-ce que j'irai jusqu'à vouloir, comme avant, quand j'étais ado, vouloir faire de l'international en acceptant très vite, en voyant le niveau et tout ce que cela demandait, que j'avais pas du tout le niveau et que je voulais peut-être pas faire tout ce que ça demande à faire, tu sais très bien, dans l'ombre? Non, mais aujourd'hui, quand j'ai des clients qui me demandent j'aimerais faire une compétition, c'est pas à moi de leur dire ne fais pas de compétition. C'est comme en thérapie, quand j'ai des gens qui me disent est-ce que je dois me séparer de mon partenaire? C'est pas à moi de te le dire. Par contre, je vais te donner les outils pour y voir un petit peu plus clair. Tu dois faire ton propre parcours et prendre ton propre choix, prendre ta propre décision. Et je pense que les gens ont besoin par moment d'expérimenter telle chose, parce qu'il y a des choses qui ne se racontent pas, il faut les vivre pour par la suite prendre la décision. Tu vois. Avec ton expérience, pour toi, c'est quoi maintenant la vraie force? La vraie force avec un grand F, ça va dépendre, je pense, de l'objectif de la personne. Tu vois, une personne qui va chercher à être multimillionnaire, milliardaire, et c'est son objectif principal, être le plus riche du monde. Lui, il en aura peut-être rien à foutre d'aider son prochain. Tu vois, parce que lui, son but dans un premier temps, c'est être le plus riche. Et encore, si c'est une personne qui est excentrique, égocentrique, avare, ça va encore, selon sa personnalité, sa perception d'être fort va être complètement différente. Pour moi, être un homme fort, il faut l'assumer, ce mot, c'est un grand mot. Un homme fort, c'est quoi? C'est par rapport à tes principes. Moi, mes principes, c'est les valeurs de la famille, les valeurs humaines. Un homme fort, ça doit être quelqu'un qui est capable de partager, de transmettre des choses qui l'ont fait grandir et qui l'ont rendu fort, lui. Et on en revient toujours là. Si j'ai décidé d'être coach, si j'ai décidé d'être thérapeute, c'est toujours pour en venir en aide à mon prochain. Je sais pas forcément si c'est ma mission, si c'est, on va dire, le but de ma venue sur Terre. Mais aujourd'hui, être un homme fort, c'est pouvoir aider son prochain et de pouvoir aider ta famille, pouvoir aider ton prochain à comprendre certaines choses. Tu vois, moi, quand je rentre à chaque fois aux Philippines et je vois des personnes, là, je racontais cette anecdote hier à un ami, où avec ma mère, on avait fait la connaissance d'une femme qui avait perdu ses cheveux parce qu'elle était malade. Elle n'avait pas les moyens de s'acheter un médicament qui coûtait 20 €. Elle mourait à cause d'un médicament à 20 €. Là, tu dis être un homme fort, quelqu'un de fort, à ce moment-là, c'est quoi? C'est lui acheter le médicament. Tu vois? Et tu vas avoir un impact direct sur la vie d'une personne. Et là, tu changes la vie de quelqu'un. C'est toi qui m'as appris ça. Le body, c'est pas la vie. Hein? Le body, ça m'avait choqué parce que c'est vrai qu'on croit quand on est là-dedans, et beaucoup de gens sont encore convaincus que c'est la vie, que tout tourne autour de ça. Et c'est vrai que par moment, quand c'est fini, quand tu vas voyager, quand la saison est terminée, tu dis, mais peut-être il y a plus que ça. Si tu as l'envie, si tu as le but et aussi l'intelligence d'en sortir. Et ça, c'est propre à chacun. Tu es croyant, Alfie? Oui, je le suis. Tu as une religion ou c'est plus... Je suis né en tant que catholique. Ok. Je me suis beaucoup intéressé aux religions plus jeune. Puis après, j'ai cherché un petit peu la voie. Et aujourd'hui, on va dire, je crois en Dieu, je crois en une force vraiment qui... on n'est rien du tout. Tu vois, et aujourd'hui, tu regardes bien en science, on découvre de plus en plus que
tout est paramétré de manière, avec une telle précision dans l'univers que tu dis, il doit forcément y avoir quelque chose. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler l'univers, tu peux l'appeler Mère Nature, sans quoi tu crois, mais il y a forcément quelque chose. Maintenant, pourquoi j'ai hésité à te répondre, si je suis croyant et quelle religion? Je vais te répondre d'une autre manière. Il y a environ 10 000 religions et mouvements dans le monde. 10 000. C'est énorme. Et chacune des religions croit être la bonne et que les autres ont tort. Donc, du coup, moi, je vais te répondre avec une métaphore. Imagine que j'ai un livre, j'ai un bouquin de 10 000 pages. Chaque page te révèle une réalité, une vérité sur la vie. Moi, j'ai lu qu'une seule page qui m'a éclairé sur beaucoup de choses, qui a changé ma vie. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est moi qui ai raison, vous avez tort, alors que toi, tu as lu une autre page? J'ai lu une seule page, il y en a 10 000 dedans. Maintenant, tu vas me dire, il faut lire les 10 000 pages pour être capable de dire, je détiens la vérité. Donc, du coup, il faudrait que j'aille voir les 10 000 religions pour voir, tu vois? Donc, pour moi, faire partie d'une religion, et je l'ai été, c'est magnifique, ça te donne des principes, ça te donne une certaine force. Mais ça peut aussi diviser. Ça peut aussi te formater d'une manière, et tu sais comment est l'être humain. On peut être plein de bienveillance, mais on a aussi ce besoin, l'être humain a besoin d'appartenir à quelque chose. On a besoin d'appartenir à un club de football et dire mon club c'est le meilleur et d'en venir à taper d'autres supporters parce qu'ils font partie d'un autre club. On a ça dans les religions, tu vois. On a ça aussi dans les sports de combat. C'est pour ça qu'ils ont créé l'UFC. C'était pour aligner toutes les écoles, pour savoir qui était le plus fort, qui avait l'arme absolue. Donc en fait, je pense que l'être humain est comme ça. Et bizarrement, quand on pense détenir la vérité, automatiquement, on veut l'imposer, ou dans un premier temps, peut-être, on veut convertir, on veut partager, mais non, regarde, c'est moi qui ai raison, viens ici, viens chez moi. Ça peut être preuve de bienveillance, de bonne volonté, mais ça peut être aussi maladroit. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je préfère dire peut-être que, et je ne prétends absolument pas détenir la vérité absolue, ou être supérieur à quiconque, ou être supérieur à une telle personne qui fait partie d'une religion. Moi, du moment que les personnes sont heureuses, trouvent la paix en eux-mêmes, et sont capables de vivre en respect avec les autres, je pense qu'on avance bien. Ok. Mais pour toi, c'est quoi Dieu? Prends le temps. Parce que c'est complexe comme question. Comment toi, tu définis Dieu? C'est quoi pour toi Dieu? Une puissance que l'homme s'efforce de comprendre et qui, l'homme, dans son arrogance, pense qu'il peut tout rationaliser. Mais c'est une puissance qui sort de nos repères et qu'on ne pourra jamais comprendre ou rationaliser à notre manière. Une puissance créatrice dont on ne fait... Paradoxalement, dans les Saintes Écritures, on dit qu'il nous a créés à son image. Et pourtant, nous ne sommes que poussière. Et à la poussière, nous retournerons. C'est une puissance créatrice qu'on peut s'efforcer de comprendre, qu'on peut s'efforcer d'analyser, de critiquer, de croire ou pas croire. Mais elle est là et elle se manifeste tous les jours. Et nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, on va mourir et la vie, elle va continuer de tourner. Le temps va continuer de s'écouler. Et cette entité, elle sort de nos repères spatio-temporels. Voilà. Et d'ailleurs, tu as certains versets dans les Écritures où on te dit que un jour pour Dieu représente 1000 ans pour l'homme. Ça te donne un petit peu la complexité de cette entité-là. Voilà. Ok, très intéressant. Comment tu vois, pareil, l'univers, les étoiles, les galaxies? Tu as vu qu'aujourd'hui, la recherche montre que l'univers visible, que je mets toujours des guillemets, l'univers visible à 13 milliards d'années, lumière, enfin je ne sais plus comment on dit. Comment tu associes ça à Dieu aussi, parce que on se rend compte que voilà, l'univers est toujours de plus en plus grand. On a même du mal en tant qu'être humain à se faire une perception de l'univers tout entier. Et encore, c'est qu'un univers visible qu'on voit, parce que la lumière a une limite. Mais donc on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres mondes parallèles ou encore autre chose derrière cet univers-là. Comment toi, j'imagine que tu t'es déjà posé la question, comment toi tu appréhendes ça? Tu sais, il y a une certaine preuve de résilience où je me rends compte qu'il n'est pas forcément donné à l'être humain. C'est l'homme a constamment besoin de chercher à comprendre et de chercher à contrôler. Il a besoin. Et tu sais, à l'époque, on disait, oui, non, l'homme s'intéresse uniquement à Mars, etc. Je me rappelle, l'année du bac, j'avais 18 ans quand j'ai passé le bac, j'ai participé à une joute oratoire. Et j'étais tombé sur cette question-là où j'avais quelqu'un face à moi qui disait, est-ce que la science nous rapproche-t-elle ou nous éloigne-t-elle de la nature?
Et moi, j'avais dit qu'elle nous éloigne de la nature. Et donc, du coup, bien sûr, il y avait mon concurrent qui avait dit « Comment tu oses dire ça? Si on fait des recherches aujourd'hui, c'est pour nous rapprocher de la nature. » Et je lui ai répondu « Oui, mais c'est pour nous rapprocher de la nature dans un but corrompu, de manière à plus exploiter cette nature. » Avant, on disait qu'on s'intéressait juste aux planètes, qu'on s'intéressait juste à Mars. Mais potentiellement, aujourd'hui, c'est pour pouvoir y vivre éventuellement sur Mars. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on est prêt à accepter de lâcher prise et d'accepter que certaines choses, nous ne pouvons pas les contrôler. Et qui dit nous ne pouvons pas les contrôler, nous ne pourrons jamais tout savoir, nous ne pourrons jamais obtenir toutes les réponses. Je ne cherche pas du tout l'être humain à dissuader, à essayer de trouver des réponses, mais si c'est dans un but de mieux contrôler, de pouvoir toujours mieux exploiter, alors je suis contre, tu vois, par rapport à ça. Et j'ai répondu à ta question par rapport à tout à l'heure, c'est vrai que d'un point de vue scientifique, on se dit oui, il y a des milliards d'années, mais comment ça se fait que dans les religions, on dit que c'était il y a juste 2000 ans que Jésus-Christ est apparu sur Terre, etc. Et comment est-ce qu'on peut dire que dans l'Ancien Testament, alors que la Terre existait, ça fait des milliards d'années, etc. Je n'ai pas les réponses à ces questions-là. Par contre, moi, je me suis attardé sur ce verset où on dit qu'un jour pour Dieu représente 1000 ans pour l'homme. Tu vois, et là, tu peux avoir peut-être un petit indice. Est-ce que cet indice-là, niveau temporel, va te donner satisfaction ou pas? Ça dépend de chacun. Okay. Mais moi, je lâche prise sur beaucoup de choses et ce n'est pas dans ma nature, mais j'ai accepté depuis que j'exerce en tant que thérapeute qu'il y a beaucoup de choses que je ne contrôle pas. Est-ce que tu t'es imaginé un jour, je sais pas, tu as un accident, tu ne peux plus pratiquer de sport? Quelle serait ta vie sans ton corps? Si j'étais le Alfie d'il y a plusieurs années, ou si je m'entraînais pas, je devenais fou, j'avais ce besoin permanent, persistant de m'entraîner, de m'exprimer pour pouvoir construire et m'accrocher une certaine partie de mon identité, je le vivrais mal. Mais aujourd'hui, tu sais, l'entraînement n'est que pour moi devenu un outil pour pouvoir m'exprimer. C'est beaucoup de bienfaits pour la santé, pouvoir te déstresser. Mais même ça, le stress, d'un point de vue quotidien, je le gère autrement. Beaucoup de gens ont cherché à s'entraîner, ont besoin de leur physique, ont besoin de leurs deux bras, de leurs deux jambes pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir se vider de beaucoup de mauvaises émotions, etc., d'un stress, d'une anxiété par rapport à notre vie aujourd'hui qui est de plus en plus active. Moi, j'arrive même aujourd'hui, je suis parvenu à réussir à le faire, même sans forcément faire mon sport, tu vois, avec preuve de réflexion, avec un travail de respiration. Bien sûr, je ne dis pas que, oui, je peux avoir un accident, j'aurai plus l'usage de mes jambes, je serai quand même heureux. Non, bien sûr que non. Mais je pense que je ferai en sorte de faire preuve de résilience et de trouver une alternative pour pouvoir continuer la vie. Et si c'est arrivé, c'est que c'est forcément que je n'ai pas d'autre solution que de m'adapter. Tu vois, la vie, c'est une question d'adaptation avant tout. La vie va t'envoyer des tests, des épreuves, des choses auxquelles tu t'attends pas, et ça va être ta capacité à t'adapter et à réagir qui va faire ta force. Okay. Je vais te poser une question et je veux que tu prennes le temps que tu veux pour répondre. Je veux que tu réfléchisses à ce que je vais te dire. C'est une question très simple, mais qui demande quand même un peu de réflexion. Sauf si tu l'as tout de suite, mais qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui dans ta vie pour être pleinement heureux? Quelle est la chose qui te manque le plus? Je fais exprès de te reposer la question lentement pour que tu continues à réfléchir. Quelle est la chose vraiment qui te manque le plus pour être pleinement heureux? Tu sais, la semaine dernière, j'ai dit à mon neveu de jamais oublier les moments qu'on a ensemble, de mettre en pratique tout ce que je lui ai appris, que ce soit d'un point de vue moral, sportif, valeurs, principes, et même quand je ne serai plus là. Et il m'a dit, oui, mais si tu n'es plus là, moi je serai triste, et toi aussi tu seras triste. Et je lui ai dit, je vais te dire quelque chose, c'est que je fais tellement en sorte depuis quelque temps, tous les jours de les vivre à fond, que même si je mourrais demain, je mourrai avec le sourire, je serai heureux, vraiment. Et je ne sais pas combien de temps il me reste, personne ne peut le savoir, mais tu sais, Steve Jobs disait, je crois que c'est Steve Jobs qui disait, si vous regardez dans le miroir plusieurs jours d'affilée et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il faut changer quelque chose dans votre vie. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans, quand j'ai décidé d'être thérapeute et de me former à la psychologie. Maintenant, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans ma vie? Oui, c'est fonder une famille. Avoir une femme, avoir des enfants, je pense que c'est un des plus bels accomplissements
quand tu cherches à avoir une famille, quand tu cherches à transmettre. Maintenant, je sais que j'ai fait un transfert, j'ai le fils de ma sœur, Gabriel, qui a 8 ans et demi, et c'est vrai qu'en attendant, j'ai fait un transfert sur lui. Donc, on va dire, je suis pleinement accompli d'une certaine manière. Maintenant, si l'univers, Dieu, la vie me donne plus, me permet de rencontrer la personne avec qui je veux être, déjà même ça, avant de vouloir rencontrer cette personne que tu idéalises, que tu cherches par rapport à tes critères, déjà deviens cette personne. Et automatiquement, tu l'attireras. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vécu ce que je voulais vivre, tu vois. Et si je mourais demain, je mourrais heureux. Donc, ouais, voilà. Ok, très intéressant. Parce que c'est très profond comme question, parce qu'on se pose rarement la question. Qu'est-ce qui nous rendrait, qu'est-ce qui nous manque pour être vraiment heureux? C'est pas toujours évident d'identifier ça, tu vois. Ok. Bon, je sais que tu es spécialisé dans les relations de couple, les pervers narcissiques, donc on va enclencher là-dedans, d'accord? Et voilà, donc je sais que tu as de plus en plus de patients qui font appel à toi. Quelles sont les questions les plus ou les problématiques les plus récurrentes que tu as au quotidien quand quelqu'un vient te voir? Les problèmes de communication entre couples, c'est ça, qui se comprennent pas. Ils se comprennent pas et ils réalisent pas qu'en fait, oui, il faut communiquer, mais il faut communiquer comment, quelle manière de communiquer, et sachant qu'on a tous notre manière de communiquer. Et ces fameux les langages de l'amour. Moi, c'est un livre de Gary Chapman, s'appelle Les langages de l'amour. Oui. Ça a révolutionné ma vie. Carrément. Je l'ai découvert il y a quelques années et je suis. On peut redire les 5 principes? Bien sûr. Donc en fait, Gary Chapman, faut remettre le contexte. C'est un conseiller conjugal qui recevait beaucoup de couples et en fait, il s'est rendu compte que beaucoup de couples qui étaient mariés depuis 20 ans ne se sont pas rendus compte qu'en fait, ils n'avaient pas le même langage. Et il leur disait, c'est dommage, vous allez vous séparer après 20 ans, mais vous n'êtes même pas réalisé qu'en fait, ta manière de communiquer ton amour est différente de sa manière de communiquer son amour envers toi. Et il a réussi à distinguer 5 types de langage d'amour, malgré qu'il y ait des dialectes. Donc, tu as le premier qui sont, je les énumérais dans le désordre, tu as le toucher. Donc, tu as les personnes qui sont très tactiles, qui sont très affectueuses, qui ont besoin de ça. Donc, je le suis aussi. Donc, si... Moi, j'ai besoin. Ouais, il faut, non, pas palper. Il faut toucher. Il faut être câlin, affectueux. Mais il y a des gens qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Ouais. Après, tu as des personnes. D'ailleurs, c'est un vrai problème. D'ailleurs, si tu es avec quelqu'un qui est absolument pas tactile, c'est un peu problématique. Il faut identifier pourquoi. Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons. La personne peut avoir une dynamique évitante. C'est-à-dire, évitant, c'est quelqu'un qui a peur de l'intimité parce qu'il n'a pas été habitué à ça. À chaque fois qu'il a peut-être cherché à se rapprocher de ses parents, à faire un câlin, il a peut-être pris une baffe à la place. Et ses parents n'ont peut-être pas été affectueux, donc ils lui ont transmis. Une personne qui ne peut pas te donner ce qu'elle n'a pas reçu dans la plupart du temps. Et ça peut se changer, ça? Ou si ça va être difficile, non? Ça, tu peux. Alors, moi, je pense que si je me mets en couple avec une personne qui a un langage différent de moi, et que vraiment on s'entend bien, qu'on veut construire quelque chose ensemble, qu'on a une connexion, il est de mon devoir d'apprendre son langage d'amour, tout comme il est de son devoir d'apprendre le mien. Si que chacun fasse. Si aujourd'hui je décide de m'installer au Brésil, disons. C'est mon Brésil. C'est mon devoir. Comme par hasard. Comme par hasard, le Brésil. J'allais dire la Chine, mais tu vas dire, ah, vas-y, c'est cliché, tu vois. Donc, j'ai dit, comme je suis asiatique, j'ai pas dit la Chine, mais le Brésil, il est de mon devoir d'apprendre la langue du Brésil là-bas. Tu sais, Gary Chapman a donné cet exemple. Il a dit, si je vais en Chine et que je cherche à communiquer avec une personne qui est chinoise, on va communiquer avec des signes. On va réussir plus ou moins peut-être à se comprendre, mais la communication ne sera pas optimale, ne sera pas claire. C'est pareil dans un couple. Donc, tu as le toucher. Tu as des personnes qui ont besoin d'énormément d'affection. Et ça peut s'apprendre. Même si c'est pas ton langage principal, si tu aimes la personne, tu sais que ça lui fait plaisir, tu vas essayer de l'apprendre. Ensuite, tu as les moments qualitatifs. Les personnes qui adorent, par exemple, écoute, on va faire un pique-nique, toi et moi, pas de portable, juste ce moment connecté à l'un à l'autre, se regarder, se parler, être là, présent. Ça, on le fait plus beaucoup. Souvent, on va au restaurant, on est sur son portable. Même, donc, les moments qualitatifs, tu as des gens qui ont besoin de ça. Ensuite, tu as les paroles valorisantes. 3e langage. Pour toi, moi, j'avais eu cet exemple-là avec mon ex, malgré qu'elle soit dysfonctionnelle. J'avais beaucoup appris de cette relation. Il fallait lui dire, chérie, tu es belle aujourd'hui, je voulais que tu le saches. Chérie, merci pour ça. Elle m'avait reproché, je me rappelle, de jamais lui avoir dit, mais t'as jamais dit tu voulais construire avec moi. Et pour moi, c'était logique. Je suis avec toi, je vis avec toi. Mais effectivement, le fait que peut-être je l'ai pas dit,
dans son langage, ben, pour elle, c'était pas clair. Donc, tu as des gens qui ont besoin de dire, qui ont besoin des paroles qui vont les valoriser. Par exemple, ta femme a fait un effort, elle a mis une robe pour toi, et toi, oh, c'est beau. Plutôt de lui dire, chérie, j'apprécie le fait que tu te sois fait belle. C'est une belle robe que tu portes. Je te remercie. J'apprécie le fait que tu te sois fait belle pour moi. Ouais, moi, je dirais, j'apprécierais encore plus quand tu l'enlèveras. J'étais sûr que t'allais dire ça. J'étais sûr. Ça va très bien. Mais pense qu'il y a tout pour moi. Donc, ça, c'est le 3e langage. Tu as le 4e langage. Ça, c'est le mien. Avec le toucher. Mais celui-là, c'est le mien. C'est les services rendus. Moi, ma manière de témoigner mon amour envers une personne, elle est encore en train de dormir le matin. Je vais préparer le petit-déj. Je sais que toi, c'est pareil aussi. Tu prépares le repas. C'est comme ça que tu vas témoigner ton amour. Et il n'y a rien de pire que de te retrouver avec une personne qui, pourquoi tu as préparé le petit-déj, on va manger dehors. Et en fait, là, tu as l'impression d'être invalidé au niveau de tes efforts, au niveau de ton langage. Donc ça, il faut le communiquer, je pense, au début à la personne. Sache que moi, ma manière de te montrer mon amour, c'est les services rendus. Parce que je laisse tomber, repose-toi, je vais faire la cuisine pendant que tu te reposes. C'est ta manière de lui montrer ton amour. Et enfin, tu as le 5e, c'est les cadeaux. Ça, c'est ce qu'on appelle le langage des riches, souvent. Mais parfois, ça peut être une bonne occasion. Mais tu as des gens, souvent, parce qu'ils t'aiment, ils vont t'acheter des cadeaux. Après, ça peut être même une petite attention. Ça peut être, des fois, c'est ça. C'est pas forcément chose de très cher. Mais plus ou moins, c'est ça. Et c'est les cadeaux, tu vois. Et parfois, tu vas avoir des personnes qui disent, mais moi, je préférais que tu me dises que tu m'aimes, que tu me communiques, plutôt que tu m'achètes constamment des choses comme ça. Donc ça, ce livre, si vous pouvez le lire, il se lit en une fois, il se lit en 1 heure, 2 heures. Il est excellent, c'est un game changer. Ouais. D'ailleurs, il y a un exercice que vous pouvez faire quand vous êtes en couple avec votre partenaire, c'est que vous faites la liste des 5 langages et vous mettez un ordre de priorité. Vous, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vous faites un classement. Et vous demandez à votre partenaire de faire la même chose. Mais à l'aveugle. Hein. Et après, vous comparez. Et vous voyez que des fois, le numéro 1, c'est pas le même que votre partenaire. Donc, c'est bien de prendre en considération. Ouais. Tu dis, ah ouais, mais et ça, la personne le plus important, voilà, c'est par exemple, c'est le câlin. Et ça, faut que je prenne en considération. Et inversement. Et ça peut sauver énormément de couples. Ça peut optimiser, vraiment, amener votre communication à un autre niveau. Pour toi, tu le voyais pas d'une certaine manière auparavant. Ok, maintenant, elle a fait en sorte de préparer le repas ce soir. Je sais que pour elle, c'est important. Donc, je vais faire preuve de gratitude et de reconnaissance. Le sexe se passe dans quoi là-dedans? Je pense que le sexe, c'est Joker. Parce que ça peut être valeur, les valeurs valorisantes en même temps que le sexe. Hein. Ça peut être, ah ouais, enfin bon, pas... Je pense que ça, c'est Joker. Ça dépend des gens. Quoi? Ça, c'est Joker, c'est-à-dire, ça va dans tout, ça va avec tous les langages. Tiens, je t'ai fait un cadeau aujourd'hui! Malgré que t'as des personnes je t'ai fait un cadeau magnifique. Malgré que t'as des personnes qui aiment pas le sexe, je me demande comment elles font. Donc, ah oui, ok. Ouais. Donc, problème numéro 1, donc tu m'as dit, quand tu reçois des gens, c'est la communication. En plus, la communication, c'est même encore plus complexe puisque on peut communiquer, mais si on se comprend pas, à quoi sert la communication? Il faut savoir communiquer. Et pour savoir communiquer, écouter l'autre, faire preuve d'écoute. Et il faut, du coup, ce que je disais, optimiser la communication. Comment je peux optimiser? Est-ce que tu es capable de faire preuve d'écoute? Et pour faire preuve d'écoute, il faut pas que tu sois déclenché, il faut pas que tu aies de trigger. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Tu sais, on m'a posé la question, c'est quoi? Attends, excuse-moi. Vas-y. Parce qu'avant qu'on continue, tu peux me donner, toi, un de tes triggers à toi, quelque chose qui te fait péter un câble, par exemple? J'en avais avant que j'en ai plus aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est quand je me suis rendu compte. Donc, si je dis que t'as une petite bite, c'est plus un trigger. Est-ce qu'on a fait l'amour ensemble? Non. Tu l'as pas vu? Non, mais bon. non, mais c'est fou. Ok. Toi, ah oui. En fait, si tu veux. T'as pas quand même des choses qui t'énervent un peu quand même? Alors, je vais te dire la vérité. Avant, je réagissais à beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte, quand je suis sorti de ma relation avec mon ex qui avait des troubles de la personnalité narcissique, qui connaissait tous mes triggers pour me déclencher, qui connaissait tous mes points faibles, la corde sensible, je me suis dit, c'est fini, plus jamais je serai esclave de qui que ce soit. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut que tu trouves le juste milieu. Il faut arriver à maîtriser, là. Ouais. Faut trouver le juste milieu entre je serai pas déclenché même s'il m'insulte. Par contre, je ne tolère pas le manque de respect. C'est le plus difficile. Et comment tu fais? Tu manques de respect? Alors, il faut savoir mettre... C'est aussi un trigger, du coup. Si quelqu'un te manque de respect, ou tu considères toi qui te manque de respect, parce que ça aussi. T'as des gens qui vont te dire quelque chose, mais je te manque pas de respect. Pour eux, c'est leur façon de communiquer, qui est maladroite. Mais peut-être que dans son... Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je dis ça. C'est en train de penser à un truc il y a longtemps. Mais en fait, moi, par exemple, j'ai dit quelque chose, la personne l'a pris comme un manque de respect, mais dans ma bouche, en fait, c'était absolument pas un manque de respect. C'était même plus de l'humour, comme ça. Donc, comment tu gères ça? Première chose, respire. Quand tu as quelque chose... C'est mon thérapeute. À l'époque, je bossais avec un thérapeute, Yannick Zulik, que tu connais, qui est un très bon thérapeute, qui disait que ce qu'il avait
trouvé chez moi, ce qu'il avait analysé chez moi, c'est quand j'avais une montée d'émotions, je ne prenais pas le temps de les accueillir et je les jetais tout de suite. Une personne me disait quelque chose, quoi, t'as dit quoi là? Et tout, non, il dit, analyse-le, pourquoi tu es en train de monter? C'est difficile. Pourquoi c'est en train de monter? Pourquoi tu es en train de paniquer? Parce que l'émotion, elle est là, tu es en train de trembler, tu as le cœur qui commence à battre fort. Respire et analyse. En anglais, on dit label it. Détecte, analyse l'émotion, mets une étiquette dessus, ok, c'est ça. Et après, tu analyses pourquoi. C'est difficile, ça demande beaucoup, beaucoup de pratique. Quelque chose de très simple. Tu es en train de conduire, il y a quelqu'un qui te coupe la priorité et en plus qui te fait un doigt d'honneur. Ça, c'est difficile. Donc, tu te dis, et là, tout le monde se met à bouillir. En plus, on l'a vu l'étude pour qu'on se sentait surpuissant quand on est en voiture parce qu'on est protégé par une sorte de carapace. Par contre, moi, il m'est déjà arrivé de descendre en plein milieu de la route. Avant, je descendais en plein milieu de la route et je disais, vas-y, viens, on va régler ça tout de suite maintenant. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus pacifiste. C'est-à-dire, écoute, je vais plutôt poser la question à la personne. Je dis, pourquoi tu m'insultais? Pourquoi vous m'insultez? Et puis, tu as fait l'achat d'un Beretta il n'y a pas longtemps aussi. Hein? Tu as fait l'achat d'un Beretta il n'y a pas longtemps. J'aime pas les armes à feu. Ok. Moi, tu préfères les katanas. Ouais, je préfère les armes. Je préfère les armes du Bushido, le nunchaku, etc. Mais ouais, et moi, j'aime bien mettre les gens face à leur responsabilité. Tu te retrouves dans un restaurant, une personne qui est énervée, qui t'insulte, tu poses, tu le regardes dans les yeux, tu vois que tu réagis pas. Je te jure, ça désarme beaucoup de personnes. Comment tu as fait, toi, pour te contrôler par rapport à ça? Ça a été quoi ton travail personnel pour pas péter un câble? Me remémorer mes 4 ans avec mon ex, où à chaque fois, je pouvais pas me contrôler. Et ça c'était de la nourriture pour elle. Et du coup, elle l'a utilisé contre moi. Et puis même pour nous, c'est totalement dévalorisant. Ouais. C'est-à-dire que quand tu sais que tu perds le contrôle, tout à fait. Ça donne même aussi une mauvaise image de toi-même. Ça donne une mauvaise image de toi-même. Et après, tu sais très bien que c'est toi qui me l'as appris, ça. Quand tu es en colère, tu es collé en l'air, tu n'arrives pas à redescendre. T'as plus les pieds sur terre. Et par contre, quand tu redescends, tu te dis pourquoi j'ai fait ça? T'imagines les gens qui finissent. Aujourd'hui, tu regardes les faits divers, c'est hallucinant. Terrible. Les coups de couteau, la personne qui se finit en garde à vue à cause de ça. Tu te dis, mais tu vois, c'est aberrant. Et je pense que ça va être de pire en pire parce qu'on enseigne plus. Et même les gens aujourd'hui sont tellement frustrés par les difficultés de la vie que faire preuve de contrôle, faire preuve de gérer son monde intérieur, d'essayer de découvrir ses propres émotions, c'est la dernier recours auquel ils vont penser. Non, j'ai pas le temps. Non, ça c'est des conneries, tu vois. Et pourtant, c'est la clé pour réussir dans ta vie. Dans tous les domaines. Quand je dis réussir, c'est très large. Hein. C'est pas que professionnellement, mais dans tous les domaines de vie, la maîtrise de ses émotions, c'est quelque chose de fondamental et qui est très dur, notamment chez l'homme, puisque on est avant tout des êtres d'hormones, de sang et d'hormones, et on produit naturellement beaucoup de testostérone. Tout à fait. Et ben, le fait qu'on soit des hommes avec beaucoup d'hormones mâles, enfin d'hormones testostérone, ben, c'est plus difficile pour nous de contrôler aussi ces émotions-là. Et tu en as beaucoup d'ailleurs qui tombent même dans l'extrême. Ils tombent dans l'extrême et ils ont une mauvaise interprétation de ça, surtout avec aujourd'hui tout ce qui est pages comme, tu sais, qui revendiquent le mâle alpha, etc., où ils pensent qu'un homme doit réprimer et ne pas ressentir d'émotions. C'est complètement faux. Un homme ressent des émotions quoi qu'il arrive, mais il doit être capable de les analyser et de les maîtriser, de les contenir, de les ranger dans une boîte et de pouvoir faire preuve en fait de contrôle et de maîtrise sur ça. C'est un vrai travail. Ça, c'est un vrai travail. Tu aurais un tips pour arriver à contrôler nos émotions, par exemple? Ou pas? Déjà, notez sur une feuille vos valeurs et qu'est-ce qui vous fait péter un câble. Vous posez une question, pourquoi est-ce que ça me fait péter un câble? Tu as des gens, tu leur dis par exemple qui va insulter ta mère. Il y en a, ils vont réagir au quart de tour parce que pour eux c'est sacré, parce que peut-être leur maman était en difficulté, peut-être que leur maman est décédée jeune et pour d'autres ils s'en foutent, tu vois. Pour eux c'est que des mots. Par contre, et du coup il y en a qui vont réagir, il y en a qui vont tolérer le manque de respect. Non, moi je tolère pas ça. Par contre, je vais poser une question, pourquoi tu insultes ma mère? Pourquoi tu dis ça? Tu sais, tu peux envoyer des phrases pour désarmer la personne, tu vois, qui cherche une personne qui te provoque, elle cherche avant tout quoi? De la réaction. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle te titille, qu'elle te pique. Elle cherche de la réaction. Ton arme, elle se trouve où? Dans ta manière de réagir. C'est là que trouve ton arme. Par contre, il faut que tu arrives à trouver le juste milieu entre ne pas tolérer le manque de respect et ne pas être déclenché facilement. Et ça, c'est difficile. C'est plus difficile. Passionnant. Ouais. Ok. Je sais que donc tu as parlé des pervers narcissiques. C'est un terme qu'on entend beaucoup, peut-être des fois trop. Parce qu'on a l'impression que tous les hommes sont pervers narcissiques. Alors, je sais qu'il y a des femmes aussi, mais c'est souvent employé par les femmes envers de leur conjoint. Dès qu'il y a une séparation, oui, mais c'est un pervers narcissique. On l'entend tout à fait. Donc du coup, j'ai l'impression que tous les hommes sont pervers narcissiques. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit recul par rapport à ça et nous dire ton point de vue? La première raison pour laquelle on a beaucoup plus attribué ce terme aux hommes, c'est qu'aujourd'hui, dans le milieu de thérapie, tout ce qui est thérapie émotionnelle, on a beaucoup plus de patientes féminins.
Nous, les hommes, on sait très bien que entre l'homme et la femme, nous sommes deux êtres qui gérons nos émotions complètement différemment. Un exemple simple, lorsqu'il y a une rupture amoureuse, une femme, elle va pleurer, elle va le montrer, peut-être elle va être soutenue par ses amis parce que c'est un être émotionnel. Nous, les hommes, on va beaucoup plus se renfermer sur nous-mêmes et on est seul, on est misérable après une rupture amoureuse. Par contre, on s'est rendu compte aujourd'hui aussi par rapport à des données scientifiques qu'on a sur ça, c'est la femme a tendance à passer tout de suite à autre chose, elle a tout de suite un nouveau partenaire pour deux choses. Parce que souvent, elle a pas mal de prétendants autour d'elle, surtout si elle est belle, et en plus, surtout si elle a besoin d'attention. Mais aussi, on s'est rendu compte que les femmes ont cette capacité, on dit process, à digérer, à analyser, à procéder, à, si tu veux, à tout ce process de digestion de leurs émotions est beaucoup plus rapide chez la femme que chez l'homme. Nous, ça met beaucoup plus de temps. Peut-être parce que, en plus, nous, les hommes, c'est vrai qu'on a du mal à analyser nos émotions, on a du mal à vivre avec. Et je pense que ça commence dès l'enfance. Un autre exemple, tu as une fille, tu as un garçon. Ta fille, elle continue, elle pleure constamment. Elle a beau avoir 3 ans, 5 ans, 7 ans. Viens, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Viens me voir, raconte-moi. Un garçon, au bout de 5 ans, bon, maintenant, t'arrêtes de pleurer, t'es un grand garçon maintenant. Il y a un vrai conditionnement. Tu vois, il y a un conditionnement dès le départ. Ensuite, en termes d'attention, ma chérie, elle est belle ta robe aujourd'hui, viens voir papa, viens me voir. Qu'est-ce que tu es magnifique. À quel moment tu dis à ton fils, tu es beau aujourd'hui mon garçon? C'est très rare. C'est en train de changer. Hein. C'est en train de changer, oui, c'est très rare. C'est en train de changer. Oui, mais hein. avec ça et les troubles de l'identité sexuelle, je vais me faire bannir pour ce que je suis en train de dire. T'inquiète, on trouve aussi certaines causes. Alors, déjà, voilà, c'était beaucoup attribué aux hommes, parce que par rapport à la gente féminine qui était beaucoup plus présente en thérapie, les hommes vont rarement en thérapie. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Et aussi, si tu veux, on avait un mauvais diagnostic je préfère parler de mécanismes pervers narcissiques parce que c'est des mécanismes qui sont utilisés un peu, beaucoup, à la folie par des personnes. Donc, en fait, la perversité narcissique, c'est quoi? Le narcissisme, c'est un style de personnalité. On l'est tous un petit peu, tout comme la psychopathie. C'est ce que j'allais dire. Tout comme la psychopathie. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que quelque part, on n'a pas tous aussi un degré de perversion? On a tous un degré de perversion. Je préfère dire, on a tous un degré de narcissisme dans le premier temps. Tout comme on estime que chaque être humain fonctionnel, une personne normale, a 7% de psychopathie en elle. 7%. Là où ça devient problématique, c'est quand on passe à 20, 30, 40%. Là, c'est problématique. Maintenant, ce degré de psychopathie va s'enclencher à quel moment? Imaginons, tu as un fils et il y a quelqu'un qui va qui va le massacrer. Là, il y a cet instinct primaire qui peut être assimilé à un psychopathe qui va se déclencher chez toi. Et là, en fait, c'est certains mécanismes de survie. Si tu veux, le narcissisme, c'est un style de personnalité. Et au bout, à l'extrême, si tu veux, c'est un spectre. Et au bout de ce spectre, tu as le trouble de la personnalité narcissique où là, c'est pathologique. On bascule vraiment dans le domaine de la psychiatrie. Et pour qu'une personne soit véritablement un pervers narcissique ou soit, le terme n'est pas encore reconnu, mais qui ait des troubles de la personnalité narcissique, il faut remplir 9 critères. Tu as le DSM, c'est le manuel diagnostic statistique des troubles mentaux. C'est en gros les psychologues, les psychiatres, les thérapeutes, on a tous ce livre. C'est notre Bible pour qu'on parle le même langage. Ok, on a telle personne, elle a ce critère, ce critère, ce critère. Tu as des exemples de critères? Tu les as en tête? Oui. Besoin constant d'admiration. Ouais. Non mais. Ouais. Attends, je coche. Vas-y. Besoin constant d'admiration, c'est pas. Quoi? Besoin constant d'admiration. Ouais. Moi, par exemple, tu as des gens, ils s'entraînent pendant 2-3 heures, ils sont coachés. Après, quand il y a beaucoup de monde dans la salle, ils vont encore redescendre 2-3 heures pour que tout le monde les regarde. Et quand ils arrivent à la maison, ils posent encore devant le miroir et il faut que tu leur dises « t'es belle, ma chérie », etc. C'est constant, c'est pathologique à ce niveau-là, tu vois. Donc ça, ensuite, ils exploitent souvent les autres. Ils vont se faire passer pour des amis, mais c'est que par intérêt. Ils ont toujours besoin de quelque chose. C'est transactionnel. Le pervers narcissique, c'est toujours transactionnel. Sinon, ils t'adressent même pas la parole. Sinon, ils te calculent même pas. C'est toujours dans un intérêt. Deuxième chose. Troisième chose, ils ont certains mécanismes où il y a cette grandiloquence, cette grandiosité, cet aspect mégalomane. Ok, je note. Je coche aussi. Non, pour te donner un exemple. C'est par la fin, c'est un gros putain de pervers narcissique. Vas-y, continue ça. Non mais alors la mégalomanie, elle va jusqu'où? Regarde, moi on m'avait rapporté mon ex qui disait on devrait créer une catégorie rien que pour moi.
une catégorie rien que pour moi en bodybuilding, mais chier pour mon physique. C'est des choses comme ça. C'est vraiment, ça dépasse l'entendre. Vraiment, regarde, je me suis pas entraîné depuis 3 mois, mais je me demande pourquoi je m'entraîne. Je suis vraiment trop baraque. J'ai repris 2 semaines. Regarde comment je suis. C'est de la mégalomanie. Mais ça, en fait, c'est dur à discerner parce qu'il y a un moment où tu dis, bon, la personne, elle peut dire ça pour blaguer, mais quand elle le dit constamment, parce qu'en fait, c'est quoi un trouble de personnalité? C'est un dysfonctionnement de comportement, de pensée et de perception. Et ça se répète, c'est un schéma, c'est un pattern. Ils répètent constamment les mêmes choses. C'est là que tu vois qu'ils sont dysfonctionnels. Tu as d'autres critères, c'est jamais leur faute. C'est jamais leur faute. Je coche. C'est jamais leur faute. C'est jamais leur... Ils sont pas capables de reconnaître leur faute. C'est ce qu'on appelle du blame shifting. Tu vois. C'est vraiment, dans leur histoire, c'est constamment, c'est soit des victimes, soit des héros. Mais ce seront jamais des vilains. Moi, je me suis retrouvé à demander pardon de m'être fait frapper au visage. T'imagines? Oui, mais je t'ai frappé parce que tu m'as fait peur. Bon, ben d'accord, je te demande pardon si je t'ai... Tu vois, il te retourne la tête par rapport à ça. Donc ça, tu as environ 9 critères dans le DSM-5 aujourd'hui. Ça a été simplifié. Avant, tu en fallait 15. Il suffit que tu aies 5 critères sur 9 pour que tu sois diagnostiqué trouble de la personnalité narcissique. Okay. Après, il y a quelque chose de beaucoup plus radical qu'ils font aux États-Unis, qu'ils font pas encore ici. Aux États-Unis, ils scannent ton cerveau quand il y a par exemple une audience. Donc, il y a une audience, tu as des psychiatres qui sont là, qui vont analyser ton comportement et qui vont donner leur diagnostic. Mais tu as aussi, ils passent ton cerveau à l'IRM. Et on s'est rendu compte que les personnes qui sont dysfonctionnelles, les psychopathes, les pervers narcissiques, quand tu scannes leur cerveau, il y a leur lobe frontal, la partie du cerveau avant et qui est responsable des émotions, est beaucoup plus aplatie chez eux. Et tu as des zones grises où tu vois en fait que cette partie-là ne fonctionne pas. Donc en fait, aujourd'hui, très simple, le meilleur, et j'espère que ça arrivera en France, le meilleur moyen de diagnostiquer une personne, ce serait sous IRM. IRM et un diagnostic d'un psychiatre. Et là, Et pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on a diagnostiqué beaucoup plus d'hommes que de femmes? Parce qu'on avait attribué de mauvais critères. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a 5 fois plus de femmes psychopathes qu'il y en avait il y a 10, 15, 20 ans. Parce que le psychopathe, quand on utilise ce terme, c'est quoi? On l'associe à une tuerie à la télé, un homme qui massacre des personnes. Mais ça, c'est le psychopathe, un type de psychopathe chez le masculin. On s'est rendu compte que les psychopathes féminines ne sont pas du tout comme ça. Ça va être plutôt l'assistante qui va essayer de saboter ton travail, qui va essayer de gravir les échelons dans l'ombre, qui va faire en sorte de couler tous ses collègues, de saboter leur travail pour pouvoir, elle, être promue. Et ça, il y en a énormément. Il y en a 5 fois plus qu'on pensait aujourd'hui, qu'on pensait qu'il y en avait 10, 15 ans. Parce qu'en fait, selon le genre, si c'est une femme ou si c'est un homme, leur manière de procéder est complètement différente. Les hommes pervers narcissiques sont différents des femmes perverses narcissiques. Les hommes sont beaucoup plus ouverts, tu vois. T'en as beaucoup qui disent que Donald Trump c'en est un. Il a tous les mécanismes. Je suis le meilleur, vous êtes tous des cons, etc. Tu vois, par exemple, pareil, le président de la Corée du Nord, c'est des êtres qui sont émotionnellement âgés de 2 à 8 ans dans des corps d'adultes. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent être très intelligents, ils peuvent être très cultivés. Mais émotionnellement, quand tu déclenches un de leurs triggers et que les mécanismes pervers narcissiques se réveillent en eux, c'est terminé. Tu pourras pas te faire entendre. Et chez la femme, perverse narcissique, c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus fragile, c'est beaucoup plus vulnérable. Et c'est pour ça qu'ils sont durs à détecter. Comment on doit se comporter quand tu te rends compte que tu es peut-être en face d'une perverse ou un pervers narcissique? Quelle attitude à aborder? Le meilleur conseil qu'on donne Mais c'est très bien que c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que justement... Mais le meilleur conseil qu'on puisse donner aux victimes, c'est de se barrer. Moi, tu vois, pour parler de mon expérience, donc je suis allé voir un thérapeute, puis je suis allé voir un coach, je suis allé voir Antoine Pétavin qui est super connu là-dessus. Mais j'ai douté, donc je suis allé voir un autre et je me suis formé, j'ai été avec mon professeur et qui a été très humain et qui a accepté d'analyser mon cas. Et donc du coup, on commençait à suivre sur les réseaux la personne en question. Et en fait, il a coché ça, il a coché 8 cases sur 9. 8 cases. Et on n'a pas fait ça en 1 heure. On a pris 2 semaines, puis etc. Puis on a analysé le truc. Et il y a 9 critères et il a coché 8 cases sur 9. Je dis, c'est pas possible, j'ai pas vécu 4 ans avec une personne comme ça parce que t'as encore l'emprise. Donc, du coup, je fais un test. Il y a un test mondial qui existe pour savoir. Il y a environ 33 questions. Et tu as 24 à 33 questions. Tu as 2 types. Et si tu arrives à 12, je vais prendre l'exemple des 24 questions. Tu as 12 sur 24 en oui ou non.
ils te disent, attention, c'est potentiellement pervers narcissique. Moi, j'avais 22 sur 24 par rapport à mon cas. J'ai dit, OK, j'ai mon professeur Alberto Heiger, qui est super connu, que je suis 15 sur 9. Moi, j'ai 22 sur 24. J'ai entendu. Et du coup, il m'explique, tu vois, ça c'est des paroles qui disent tous. Tu vois la théâtralisation, ça aussi. Regarde, t'es le méchant, ils n'arrêtent pas. Chaque semaine, ton ex va publier quelque chose pour te dénigrer, mais c'est fait d'une manière tellement subtile. C'est dit, je le remercie d'avoir fait ça pour moi, parce que je me suis découvert. Tu vois, donc c'est subtil. Il va pas t'insulter directement parce que le regard des autres compte énormément. C'est très important. Et c'est de la théâtralisation. Regarde, elle met des photos d'elle avec le sourire, avec une citation. En victime, elle va choisir constamment. Il y en a beaucoup sur les réseaux. Ouais, t'en as beaucoup. Et ça, c'est de la théâtralisation. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des mécanismes pervers narcissiques. Jean-Charles Bouchot, qui a été le premier expert psychanalytique sur ça, appelle ça des mécanismes pervers narcissiques. Et les personnes le pervers narcissique en question, utilisent ça constamment. Et là, c'est là qu'on voit que c'est un dysfonctionnement parce qu'ils ont tous les mêmes phrases quasiment au mot près. Aujourd'hui, moi, je le vois quand j'ai des personnes en thérapie, c'est les mêmes phrases qui ressortent, c'est le même comportement qui ressort. T'as un exemple, par exemple, de phrase type Je te prends peut-être à froid, mais... Je n'aime pas la personne que je deviens avec toi. Donc, c'est ta faute. Moi, mon ex me le sortait tout simplement. Et toi, tu te dis, quand tu te remets en question, tu te dis, mais je fais quoi? Je marche sur des œufs. T'imagines, c'est à ta faute. T'imagines, mais comment tu peux dire ça? Mais qu'est-ce que j'ai dit là? C'est constamment invalider ton existence. Le pervers narcissique, il est là pour détruire ton identité. C'est des personnes qui sont vides à l'intérieur. Et par moments, ce qui est fou, c'est par moments, ils te le disent. Ils te le disent en début de relation. Oui, c'était pour combler un vide, c'était pour faire ça, je sais pas. Et apparemment, on a d'autres données scientifiques ils ont environ 10 minutes dans la journée, ils se rendent compte de ce vide. Entrecoupé, hein, 1 minute. Mais ils font tout pour le projeter. C'est pour ça qu'ils sont constamment à l'affût de l'attention des autres. Ils ont besoin de se nourrir constamment. Et par contre, quand tu as une personne qui souffre de troubles de la personnalité narcissique au tribunal, qui a été diagnostiquée, et que le masque tombe devant tout le monde, tu les vois, ils sont comme ça. Tu le vois à leurs yeux. Ils sont vides. C'est des êtres vides. Ben, moi, le mois dernier, j'ai une confrère qui me dit, écoute, j'ai un patient que j'aimerais que tu vois. Donc, on a mangé ensemble. Le patient, il va arriver, elle dit, j'arrive pas à mettre elle démarrait, tu vois, en tant que psychopraticienne, et elle n'était pas spécialisée en perversion narcissique. Elle était dans l'EMDR et dans la PNL. J'ai donné rendez-vous parce que elle me dit constamment que son mari est violent envers elle, etc., etc. Donc, c'était une femme, sa patiente. Mais j'arrive pas à la cerner. Moi, je lui dis déjà, le fait que toi, tu n'arrives pas à la cerner, c'est pas bon signe. Véridique, la personne, elle arrive en face de moi, elle s'assoit. La seconde, ça a tourné ici auprès de moi, et j'ai vu dans son regard, je me suis levé, j'ai dit, c'est une perverse narcissique. Je ne m'assois pas face à cette personne. Elle me dit, qu'est-ce que c'est une perverse narcissique. Je ne m'assois pas face. Il y a quelque chose dans leur regard, tu le vois dans leurs yeux. Tu as été le premier à me dire que mon ex avait un regard vitreux, par moment, sans expression, tu vois. Et ce qui est fou, c'est quand tu es passé par tout ça, et tu te formes, tu fais de la thérapie, tu le vois, c'est instantané. Tu sais, dans le monde du body, quand tu vas à des compétitions, le nombre de personnes que je vois qui ont quelque chose qui ne va pas dans leur regard, c'est fou. Et il n'y a pas que les pervers narcissiques qui sont comme ça. Tu as les personnes qui sont les sociopathes, qui ont le trouble de la personnalité antisociale. Tu as les psychopathes. Tu as les profils évitants. Voilà. Est-ce qu'un pervers narcissique, déjà, peut se rendre compte à un moment donné qu'il est pervers narcissique, et est-ce qu'il peut changer? C'est la question à $1 million. Je vais te répondre de cette manière. Aujourd'hui, on a une référence dans le milieu, c'est le professeur Sam Vaknin. C'est grâce à lui qu'on a tous les livres et qu'on a réussi à identifier ce profil-là, qu'on a été capable de parler des mécanismes pervers narcissiques comme le blame shifting, comme le ghosting, c'est un mécanisme pervers narcissique. Et d'ailleurs, je vais y venir tout à l'heure. C'est intéressant, ça. Ça c'est intéressant. En plus, j'allais dire, c'est à la mode. La parenthèse, je fais une petite parenthèse par rapport à Jean-Charles Bouchot, qui est un psychanalyste, et lui qui dit « Je préfère parler de mécanismes pervers narcissiques ». On lui a demandé « Est-ce qu'il y a de plus en plus de pervers narcissiques ?» Il a dit « Je préfère parler de mécanismes de pervers narcissiques aujourd'hui ». Oui, il y en a de plus en plus, les gens les utilisent de plus en plus sans même le savoir. Je reviens sur Sam Vaknin juste après. Tu viens de rencontrer une personne, et aujourd'hui, les tips qu'on te donne en termes de séduction, oui, pour qu'elle s'accroche à toi, au début, tu vas lui donner beaucoup d'attention, tu vas la bombarder de compliments, tu vas dire que tu es amoureux d'elle, et après, fais gaffe, si tu lui donnes trop, elle va voir que tu es à fond sur elle et elle va te lâcher. Et après 3 jours, tu la ghostes. Tu lui envoies plus de messages pendant 1 jour, 2 jours. T'imagines si tu as affaire à une personne qui est saine et qui est honnête, la femme derrière toi.
tu vas faire usage d'un mécanisme pervers narcissique, d'une manipulation, parce qu'elle va se dire quoi, la personne, si elle, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi d'un coup, j'ai plus du tout? Et ça, c'est des mécanismes pervers narcissiques. Ton but, en faisant ça, c'est de la rendre accro à toi, tu vois. Et c'est un mécanisme pervers narcissique, le ghosting. Par exemple, quand on te dit, si tu trompes ta femme et qu'elle te soupçonne ou qu'elle t'attrape, surtout tu nies et tu lui retournes comment tu oses m'accuser de ça. C'est un mécanisme pervers narcissique, c'est ce qu'on appelle le blame shifting. Tu retournes la situation. Et on utilise de plus en plus ça, et ça fait peur. Parce que les dégâts qu'il y a sur les victimes, aujourd'hui, on se rend compte que les gens qui ont été avec des personnes dysfonctionnelles, pervers narcissiques, psychopathes, par exemple, pendant 5, 10, 15, 20 ans, et qu'après on les récupère en IRM, elles ont des traumatismes au niveau du cerveau, c'est marqué, et c'est le même traumatisme que les personnes qui ont été témoins d'attentats, des blessures de guerre, des traumatismes de guerre. Ce qu'on appelle d'ailleurs le PTSD, c'est le syndrome post-traumatique complexe des vétérans du Vietnam. On a les mêmes marqueurs sur les IRM. En fait, et les dégâts sont énormes. On sait très bien que tout ce qui est maladie, tout ce qui est cancer, ça grandit dans un environnement où tu te sens pas bien, où tu es constamment stressé. Et une personne dysfonctionnelle, elle va constamment te stresser. Ce qu'on dit, c'est quand tu vis avec un pervers narcissique, en anglais, on dit death by 1,000 paper cuts. C'est tu meurs avec 1000 coupures au papier. C'est-à-dire, c'est une mort à petit feu, on dit plutôt en français. Pour faire référence à Sam Vaknin, je reviens sur ça, tu m'as dit si le pervers narcissique pouvait se rendre compte. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que sinon, je vais donner de l'espoir aux victimes et elles vont rester encore plus longtemps. Le pervers narcissique, il a un trouble de la personnalité, lui dictant qu'il n'a pas de trouble de personnalité. C'est les autres qui sont malades, c'est jamais lui. C'est pas lui, il n'a pas de problème, lui il va très bien. Il va tout faire pour projeter son mal-être sur les autres. Maintenant, tu as des cas très rares où la personne, le pervers narcissique pour qu'il se rende compte de ça, et c'est très rare, ça arrive très rarement, il faut qu'il s'effondre. Il faut qu'il se fonde psychologiquement. S'effondrer psychologiquement, ça veut dire dépression, limite suicide. Et par la suite, c'est là qu'il va peut-être faire appel à un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Et éventuellement, il pourrait se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Mais c'est rare. On estime un pervers narcissique sur 1000, sur 1000 se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez lui, mais il ne va pas tout de suite en thérapie. Peut-être il se dit, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mais comme c'est des personnes qui, fonctionnellement, s'ils se disent ça, dans la seconde, dans les 10 secondes après, il fait, non, c'est pas possible. C'est eux le problème, c'est pas moi. Ils sont construits pour se dire ça. Maintenant, paradoxalement à ça, on s'est rendu compte que si tu leur lis les diagnostics face à eux, est-ce que vous avez constamment besoin d'admiration? Oui, c'est vrai, ça c'est moi, ça c'est moi. Ils peuvent aussi s'en rendre compte, tu vois. Et du coup, le professeur Sam Vaknin, c'est un pervers narcissique. Il a été diagnostiqué trouble de la personnalité narcissique à 2 reprises. La deuxième fois, il l'a accepté. Tu en as quelques-uns et du coup, maintenant, ce professeur, c'est ça, on va dire, le dilemme, ou plutôt ce qui me fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, il aide les victimes. Il aide les victimes dans le monde entier. Et il le dit lui-même, je suis un pervers narcissique. J'en suis un, j'ai été conçu pour détruire l'être humain. Par contre, il dit, si aujourd'hui, j'accepte de vous aider ou de vous donner les tuyaux, c'est absolument pas par preuve d'empathie, j'en ai rien à faire de vous. Il dit même lors d'une de ses conférences, dans l'amphithéâtre, il pourrait y avoir un tueur qui rentre, qui vous égoutte tous, ça ne ferait absolument rien. La manière pourquoi aujourd'hui je voyage le monde et j'aide toutes les victimes et j'accepte de trahir mon espèce, c'est uniquement pour avoir de l'attention et de l'admiration. Ah, c'est chaud. Ouais. On appelle ça des ressources narcissiques. Ils ont besoin constamment d'admiration, d'adulation. En fait, on dit les femmes, quoi. Les pervers narcissiques, ils cherchent quoi? Ne sois pas choqué. Je parle au caméraman qui est encore jeune, le pauvre. Les pervers narcissiques. Attends, excuse-moi. Tu sais que tu vas gagner beaucoup de temps en écoutant ça, hein, sur tes relations futures. Tu le sais, ça ou pas? Non, Les pervers narcissiques, ils sont à la recherche de quoi? Le professeur Sam Vaknin dit les 4 S. Service, ils ont besoin d'un serviteur. Tu l'as vu, hein, parce que j'ai vécu les 4 ans, tu vis pour la personne, tu vis plus pour toi. Sexe, c'est tu fais l'amour avec un pervers narcissique, tu vis les meilleures expériences sexuelles de ta vie. Parce que chez eux, c'est une sexualité de performance. On s'est rendu compte qu'ils ne prenaient pas forcément plaisir de l'acte en eux-mêmes, mais ils prenaient plaisir du fait de te voir jouir sur leur image. Moi, c'est ce qu'il me faut. Il faut un pervers narcissique. C'est complètement retourné comme histoire. Parce que c'est des gens qui vont constamment, même là, c'est de la manipulation. Ah, il aime ça, ah, il aime ça, ah, là, je vais m'arrêter.
c'est de la sexualité de performance. C'est incroyable. Comme c'est super toxique, ben, tu vibres et tu crois que Emmenez-moi de la perverse narcissique, bordel de merde. Je plaisante. Et en sexualité, si tu veux, ça fait partie des meilleurs au lit. C'est vraiment. Et c'est ça qui est difficile. Je plaisante plus. Ensuite. Et c'est ça, en fait, qui est dur pour les victimes parce qu'après, quand elles rentrent dans une relation saine et qu'ils ont une personne saine en face d'elles, mais que c'est plat sexuellement, ils vont chercher à revenir avec leur ex. Et ça, c'est dur. On sait très bien tout ce qui est. Il n'y a pas plus vibrant qu'une relation toxique. Aïe, 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 aïe. Troisième S, ils cherchent de la stabilité, une sécurité. Et par la suite, ils cherchent des ressources narcissiques ou sadiques. Il suffit que tu en aies deux pour être qualifié pour le pervers narcissique. Et par contre, quand tu as les quatre, laisse tomber. Ils oublient jamais qui est. Pour eux, en fait, tu vois, ils ont une liste de proies. Ils oublient jamais la proie qui leur a donné beaucoup. Ils sont très frustrés quand c'est toi qui mets un terme à la relation. Ils vont chercher à te détruire. D'où, pendant 1 an, mon ex cherchait constamment à me détruire sur les réseaux. Et par rapport à ça, il faut que tu restes constamment. Voilà. Tu ne les nourris pas. Tu ne nourris pas parce qu'il ne peut pas y avoir de jeu si tu refuses de jouer. C'est très difficile. C'est très difficile parce que non seulement tu as subi quelques injustices, mais ensuite, tu vois que l'abus continue sur les réseaux et on te dit, reste silencieux, dis rien. Tu vois, par contre, il faut que tu attendes qu'elle ait une autre victime pour... Donc, ouais, c'est très difficile. On estime que le trouble de la personnalité narcissique, ça va être la maladie du 21e siècle. Il y en a de plus en plus. Tu sais, toi qui dis que la nutrition, c'est une science jeune, c'est Paul-Claude Racamier, c'est un Français qui a découvert les perversions narcissiques en 1986. C'est très jeune, c'est nouveau. Et tu penses que c'est génétique ou est-ce qu'il y a des facteurs dans l'enfance qui déclenchent ça? T'adores les poser les questions à 1 million d'euros, toi. Aujourd'hui, on ne sait pas encore... Alors, regarde, on se pose beaucoup de questions en clinique par rapport à ça, s'il y a des marqueurs génétiques, si c'est environnemental. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on est presque sûr que c'est environnemental. On est presque sûr de ça. C'est un moyen. C'est-à-dire souvent, les pervers narcissiques, ils ont un des deux parents qui en est un et qui leur apprend une manière de conduire. Par exemple, une femme perverse narcissique qui a des enfants, elle va constamment castrer son mari. Elle va être castratrice. Et du coup, ses enfants, ils vont voir ça. Et on sait très bien que les enfants vont reproduire les patterns d'un des deux parents. Ouais, c'est des éponges. Des vraies éponges. Donc, soit tu vas avoir un enfant qui va être pervers narcissique, et à l'opposé, l'autre va être, on appelle ça people pleaser, va être un codépendant. Il va chercher constamment ça va être un hypersensible. Ça va être deux extrêmes. Maintenant, moi, j'ai un client, je dirais pas lequel, sa mère est une perverse narcissique. Et par contre, dans la lignée, toutes les filles, que ce soit ses tantes, que ce soit ses sœurs, le gène féminin, ce sont toutes des perverses narcissiques. Toutes. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a un facteur génétique. Tu vois, je pense qu'il y a un facteur génétique, mais on ne peut pas en être sûr parce que automatiquement, tous les enfants ne deviennent pas des pervers narcissiques. Tu vois. Donc, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose que j'aimerais clarifier aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure, ton partenaire, dans ta relation de couple, ton partenaire ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est vrai et c'est faux à la fois. Parce que tu as par exemple des enfants qui ont été abusés par leurs parents, sexuellement, physiquement, psychologiquement, qui vont, eux, à leur tour, vont abuser aussi. Et à l'inverse, tu en as qui n'ont même pas connu leurs parents, qui n'ont pas eu d'amour et qui te disent et qui le prouvent, moi, je vais aimer mes enfants. Et qui le font très bien, tu vois. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué par rapport à ça, mais on est presque sûr que c'est les deux. Il y a un marqueur génétique, il y a de la génétique, mais il y a aussi un conditionnement environnemental. Et aussi par rapport à ça, il faut partir du principe, je sais que moi je vais briser les clichés par rapport à ça, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mes confrères qui ne sont pas d'accord avec moi, mais comme j'ai fait une spécialité sur ça, sur les perversions narcissiques, et j'ai vraiment beaucoup de données, et j'ai fait des certifications et passé des diplômes sur ça, c'est très dur de me contredire parce que c'est vraiment ma spécialité par rapport à ça. Déjà, les États-Unis, ils sont en avance par rapport à nous. On le sait dans beaucoup de domaines. Mais on dit souvent que les pervers narcissiques n'ont pas d'empathie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'empathie émotionnelle. Tu as deux types, quasiment, on va dire grosso modo, plusieurs types d'empathie. Tu as l'empathie émotionnelle et tu as l'empathie cognitive. Okay. L'empathie, quand on dit ça, c'est comme si on associait l'empathie à un trait de personnalité. Oui, tu es né avec ou pas. L'empathie, c'est une capacité. C'est une capacité. Toi et moi, on a tous de l'empathie. Mais cette capacité à être empathique, ça va dépendre de la situation.
Imaginons, toi, tu es en train de te faire agresser par une personne avec une machette dehors. Il y a quelqu'un à côté de toi qui se fait agresser aussi. Peut-être que tu vas te choisir toi d'abord en premier, sachant que tu es sur le point de mourir, et tu ne seras pas dans une situation où tu auras la capacité de faire preuve d'empathie envers la personne qui est dans la même situation que toi. Tu vois ce que je veux dire? La capacité à être empathique, ça va dépendre de la situation et du contexte. Il va y avoir des moments où tu vas avoir cette capacité à être empathique. Il va y avoir d'autres moments où ce sera le dernier de tes problèmes. Tu vois. Donc voilà, tu es en train de conduire ta voiture, tu as un accident, il y a ton gosse derrière qui est en train de pleurer parce qu'il n'arrive pas à passer un niveau sur son jeu vidéo. T'en as rien à foutre, tu vois, et pourtant il est en train de pleurer, pourtant il est en pleine détresse, mais tu as eu un accident. Là, tu es dans un contexte, dans une situation où tu ne pourras pas faire preuve d'empathie. Le pervers narcissique, c'est pareil. Il y a des situations où ils ne sont pas capables de faire preuve d'empathie. C'est pas qu'ils n'ont pas d'empathie, mais ils n'ont pas cette capacité-là qui est développée chez eux. Okay. Voilà, il y a une nuance très importante par rapport à ça. L'empathie, ce n'est pas un trait de personnalité, c'est une capacité. C'est une capacité. Voilà, je voulais juste souligner ça. On change un peu des pervers narcissiques parce que c'est un domaine qui est très large. Je reviens sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, général. Que dirais-tu à une personne qui traverse un moment difficile dans sa vie? Avec ton expérience, avec tout ça, qu'est-ce que tu dirais? Il y a quelqu'un qui vient te voir, qui traverse un moment très difficile. Alors, ça peut être multiple. Hein. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Les mauvais jours construisent des jours meilleurs. On a besoin des deux. Tu sais, je pense que encore plus aujourd'hui avec cette nouvelle génération, cette nouvelle société de consommation, on veut que les bonnes choses sans prendre ce qui vient avec. Je t'ai dit tout à l'heure, ce que disent les Navy Seals, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Aujourd'hui, tout le monde veut un gros salaire, mais personne ne veut avoir d'expérience, travailler avant. Toi et moi, on le sait, on a fait des petits boulots avant d'en arriver aujourd'hui à être un petit peu plus confortable dans notre situation. Mais tu sais, il y a cette interview avec le moine, j'ai oublié son nom, qui est très populaire en ce moment sur YouTube. On lui a demandé, est-ce que tu es heureux? Et il a fait une pause, et il a attendu, il a attendu quelques secondes avant de répondre. Il a dit, je préfère que tu me demandes si je suis en paix. Parce que si tu me demandes si je suis heureux, si je te réponds, il faut que j'accepte de dire que si je suis heureux aujourd'hui, je suis capable d'être malheureux demain. Il ne peut pas y avoir de bonheur sans tristesse. Il ne peut pas y avoir de haut sans bas dans la vie. C'est le principe du yin et yang. Le yang, c'est un parfait équilibre. Donc, je dirais à cette personne, si elle traverse une passe difficile, dans un premier temps, en tant que thérapeute, je lui demanderai de me décrire quelle est la phase par laquelle traverse en ce moment-là. Ça, c'est la première chose, d'identifier ce qu'elle traverse. Par la suite, je lui demanderai sa définition d'un jour meilleur. J'adore mettre les personnes face à leurs responsabilités, les responsabiliser face à leurs mots. Aujourd'hui, je suis triste. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qu'évoque la tristesse pour toi? Pourquoi tu es triste? Et parfois même en faisant ça, tu leur fais prendre conscience sur le moment de la portée qu'ils ont sur chaque mot et de la perception, de l'interprétation qu'ils en ont. Donc soit la situation, elle s'empire parce qu'ils s'enfoncent encore plus, mais souvent, ce n'est pas le cas. Parce qu'après, tu permets de relativiser. On sait très bien que la vie, tu as besoin des deux. Et souvent, encore plus, c'était la semaine dernière, j'ai une personne qui est croyante et qui me dit, par exemple, je suis croyant, je crois en Dieu, mais là, c'est difficile parce que ça fait un mois, j'ai que des mauvaises nouvelles et j'ai l'impression que je souffre constamment. Et donc, du coup, elle m'a donné le bâton pour se rebattre parce qu'elle s'est vantée d'être énormément croyante, d'aller constamment à l'église. Donc, je lui ai sorti un verset de la Bible où je lui ai demandé, Dieu parle de l'or à un moment. Et le forgeron, pour savoir si l'or a vraiment de la valeur, il va le passer constamment dans le feu, encore et encore et encore, pour connaître sa propre valeur. Donc, en tant que croyant, tu peux te dire que peut-être Dieu t'éprouve aujourd'hui pour voir ta véritable valeur. Te fait passer par ça, par toutes ces épreuves, par toute cette souffrance, pour que tu puisses mieux être reconnaissant du bonheur que tu auras par la suite. Même si pour moi, nous sommes les seuls responsables de notre propre bonheur. Tu vois. Je déteste parler de destin, de destinée. Les gens qui te disent, par exemple, si c'est pas pour moi, c'est que ça devait arriver. Non. Parce que combien d'opportunités, parfois aussi, tu loupes dans ta vie. Tu vois. Ça peut être un moyen de se rassurer, effectivement. De toute façon, je n'ai pas fini avec, donc je pense que c'était pas pour moi. Oui, peut-être, mais il ne faut pas oublier aussi que la vie, c'est quoi? Est-ce que c'est déjà tout tracé? C'est-à-dire les gens qui te disent, de toute façon, tu es voué à échouer parce que c'est écrit. C'est dans ton destin. Je ne crois pas au destin.
Je crois plutôt que la vie, Dieu, l'univers, arriver dans ta vie, tu vas constamment avoir pas mal d'opportunités. Et si tu prends cette opportunité-là, tu as cette porte-là qui va s'ouvrir. Si tu prends celle-ci, tu as cette porte-là qui va s'ouvrir. Et si tu prends celle-ci, cette porte-là s'ouvre, tu vas encore avoir d'autres opportunités. Tu vas avoir des conséquences. Tu vas avoir tout un ensemble de circonstances qui va se dérouler. Donc, il faut les prendre, les mauvais jours, il faut les prendre, les mauvaises phases dans la vie, il faut les prendre comme un enseignement. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Qu'est-ce que je dois découvrir à travers ça? Et même les personnes, on le sait très bien, les personnes qui ont constamment des jours meilleurs, on se dit par exemple, oui, quand je serai riche, si tu as de l'argent, si tu es heureux, si tu as de l'argent, tu es riche, tu seras heureux. Bah alors pourquoi il y a des gens qui sont riches qui se suicident? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, l'argent, c'est un outil. Je ne dis pas le contraire pour être heureux, mais ce n'est pas automatiquement synonyme de bonheur. Et tu as besoin, même les personnes qui sont plus confortables financièrement, qui ont leur business, on traverse des obstacles et on sait très bien que ces obstacles, ça nous permet de nous dépasser nous-mêmes, de trouver des solutions, de trouver une part de son identité aussi, de voir nos capacités en fait à trouver des solutions et te dire, tu regardes en arrière, tu dis, merde, j'ai été capable de faire ça. J'aurais jamais cru. C'est une constante découverte de toi-même. Ça me fait souvent penser au battement d'un cœur. Souvent, je dis, la vie, c'est quoi? C'est un battement de cœur, en fait. Un battement de cœur, c'est quoi? C'est comme ça, des hauts et des bas. C'est que ça. Ouais, si c'est plat, tu meurs. T'es mort. Exactement. En fait. Exactement. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on traverse tous des moments difficiles. Tout à fait. Tous en permanence. On a des moments plus cléments, d'autres plus difficiles. Mais en fait, c'est un battement de cœur. Et jamais rien n'est éternel. Tout à fait. Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Tout à fait. Et il faut jamais l'oublier parce que c'est vrai qu'on traverse des moments difficiles, on a l'impression que ça va jamais se terminer. Et en fait, si. Il y a tout, le temps fait que, toujours pareil, battement de cœur et l'expérience montre à chaque fois. Tout à fait. Et d'ailleurs, parfois, ça fait même peur quand tu comprends. Moi, j'appelle ça le cycle de la vie, tu sais, c'est un cycle. Et parfois, quand tout va trop bien, tu dis, oh, t'as vu, c'est calme, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Donc voilà, tu vois, c'était une anecdote, on en parlait de Andrew Tate qui disait ça à son frère quand ils étaient arrivés à leur apogée, très riches. Il dit, t'as vu là comment c'est calme, il y a quelque chose qui arrive. Et je crois le jour après, il y a les flics qui sont arrivés chez lui pour l'embarquer. Grave. Il dit, je le sentais, tu vois. Donc voilà. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, peut-être un mantra ou une phrase, une citation que tu adores et que tu répètes ça presque tous les jours? Ou un dernier conseil, je sais pas. Est-ce que tu as un dernier mot? C'est la phrase que je dis à tous mes patients en thérapie. C'est prenez bien soin de vous afin de mieux pouvoir prendre soin des autres. C'est votre devoir pour vous-même afin de vivre plus paisiblement, afin de mieux. Tu sais, on est des êtres sociaux, on est fait pour vivre ensemble. La solitude, ça va un moment, mais on a découvert aujourd'hui qu'on est fait pour vivre ensemble, pour être au contact. Les personnes souvent qui sont isolées pendant des années, c'est souvent soit elles se sont retirées du monde, mais soit elles finissent folles, ces personnes-là. Et notre responsabilité, elle réside dans le fait, ok, je suis là pour vivre en société. Comment est-ce que je peux vivre avec les autres? Ok, je dois être en paix, respecter les autres. Mais comment est-ce que je peux faire ça si je ne le fais pas avec moi-même? Tu vois, c'est pareil pour, je cherche un partenaire. Alors mon partenaire, il faut qu'il soit en mode éveil, il faut qu'il soit éveillé, il faut qu'il soit en paix avec lui-même, il faut qu'il prenne soin de lui-même. Ok, est-ce que tu es cette personne? Toi, tu le fais? Tu l'es? Deviens la personne que tu recherches d'abord. Et par la suite, tu attireras automatiquement cette personne-là. Et comme je le disais toujours, c'était ce que je voulais te dire tout à l'heure. Le meilleur conseil que j'ai à donner pour les personnes, parce que ça fait partie des thèmes de ce podcast, par rapport aux relations de couple, posez-vous cette question. Lorsque vous vous mettez en couple, posez-vous cette question. Comment est-ce que mes insécurités personnelles vont-elles détruire cette relation? Parce qu'aujourd'hui, on est aveuglé par le fait, vas-y, je vais me mettre en couple. Je serai tellement mieux quand je serai avec un tel partenaire. On oublie le fait qu'on va rentrer dans cette relation avec des bagages. Même si on n'a pas beaucoup d'expérience dans la vie, même si on n'a jamais été en couple auparavant, on a des traumatismes, on a des souffrances qui nous appartiennent ou pas. C'est-à-dire, on a vécu des choses avec nos parents, on a été témoin de certaines choses. Notre cerveau, notre appareil psychique, c'est un disque dur qui enregistre absolument tout. Ça a même été prouvé aujourd'hui, c'est marqué sur notre ADN. Et tu vas partager une vie intime avec cette personne. Et ton intime va ressortir. Tout ce que tu as enfoui en toi vont ressortir. Et on a même des blessures qui ne nous appartiennent pas. Donc, faire en sorte de faire le deuil de tout ça, de travailler sur soi-même, de chercher constamment à grandir, à être en éveil, se poser des questions.
et en ayant constamment cette volonté-là de grandir et d'être la meilleure personne qu'on est nous-mêmes. Et c'est une quête de toute une vie. Ouais, j'imagine. Surtout qu'on peut être nous-mêmes le propre poison. Tout à fait. On peut être notre propre poison puisqu'on n'a peut-être pas guéri des blessures ou des traumatismes ou des mauvaises expériences. Donc, en effet, c'est complexe. Et comme tu dis, c'est le travail vraiment de toute une vie. C'est le travail de toute une vie. Et parfois, ça ressort. Tu t'en rends pas compte. Tu penses que ça a été tes dernières relations, ça a été assez apaisé. Et d'un coup, il y a d'anciens démons qui ressortent. Mais c'est quand même une progression. Si avant, ça ressortait toutes les semaines, là, ça ressort une fois par mois, une fois par an. Tiens, tu es sur la bonne voie. Et soyez tolérants envers vous-même et envers les autres. On mène tous une bataille. Tous. On a tous nos bagages et on avance tous à un moment dans la vie. On a nos propres blessures. Donc, je pense que si ce monde faisait beaucoup plus preuve de tolérance, de bienveillance envers chacun, on irait beaucoup mieux aujourd'hui. Je suis peut-être idéaliste, mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est clair. Bon, en tout cas, vous avez la preuve aujourd'hui qu'on peut avoir des muscles et un cerveau. Donc voilà. Merci beaucoup, Alfie. Merci à toi, merci à vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, à mettre vos expériences. On adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à liker, partager. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Biceps et Brocoli.